démissionne. Et j'ai aussi entendu une déclaration de Marion Maréchal Le Pen qui évidemment est pour la dissolution et elle a fait appel à une alliance avec Retailleau parce qu'elle sait très bien que si dissolution il y a, je veux dire la majorité RN n'est pas garantie, donc voilà, elle l'a fait ouvertement et clairement, voilà, devant les journalistes, voilà. Alors, juste une chose, attends, vite fait, Bougui, tu enchaînes bien évidemment tout de suite. Donc, ce que nous dit Audrey, alors j'étais parti pendant quelques secondes, mais je suis revenu assez vite, je pense que donc c'est toi, ce que tu envisages de plus probable, c'est une dissolution très prochaine, c'est ça, donc c'est l'annonce par le président de la République de la dissolution, ok. Ouais. Avec donc aussi, et tu as donné cette information qui est très très importante, cet appel à l'union des droites, donc un vieux rêve d'une certaine droite. Exactement, parce que c'était exactement, ils avaient déjà fait cette union des droites, elle existe déjà depuis à peu près 8 ans. Mais maintenant, s'il y a une dissolution, faut savoir que la campagne, elle va pas aller au-delà de 2 semaines. Ça va faire comme la dernière fois. Donc, honnêtement, voilà, je pense pas que ce sera très très efficace, mais en tout cas, il y a des choses qu'on, moi, alors, j'ai fait un peu le tour des instituts de sondage, sur Internet, IFOP, BVA, bref, et tout ce que vous connaissez, même d'autres organes un peu moins connus. Et effectivement, il semblerait qu'on reparte, si toutefois il y avait des législatives, donc suite à la dissolution, vers une partition de l'Assemblée qui ressemblerait très fortement à ce qu'on a déjà connu, avec peut-être des gains de sièges du RN, peut-être même des pertes de sièges du côté LFI, mais une recomposition en réalité qui remettrait peu ou prou en place le Parlement tel qu'on le connaît actuellement. Et sauf que moi je suis pas d'accord avec ça. Moi je crois pas du tout qu'on soit dans les mêmes. Je veux dire, aujourd'hui le français lambda, je parle vraiment Audrey, il va revenir Abdel. Le français lambda est, je crois vraiment aujourd'hui en mesure de se montrer tout à fait enclin. Je crois vraiment qu'ils sont tout à fait prêts à donner le pouvoir au Rassemblement national. Ah oui, non mais complètement. Mais toi, tu disais que t'étais pas d'accord. Est-ce que c'est par rapport à la dissolution ou? Non, la dissolution, moi, je crois que c'est quand même le scénario le plus probable. Si. Moi, je suis totalement d'accord. Non, je disais, je suis pas d'accord avec les instituts de sondage qui disent ils disent que s'il y a de nouveau élections, on va repartir sur une tripartition finalement de l'Assemblée générale entre la gauche, le centre et la droite. Je crois au contraire aujourd'hui que il y a quelque chose qui a gagné. Comment? J'ai dit ça, je te rejoins là-dessus, vraiment. Ouais. Il y a moyen qu'ils aient la majorité absolue. Si ce n'est pas la majorité absolue, une majorité très proche de la majorité absolue, et avec le jeu des alliances, la possibilité même d'avoir la majorité absolue. Surtout si la droite s'allie, en fait. Tu vois? Ouais. S'il y a l'union des droites, alors après, bon, c'est selon, et c'est pour ça que, bon, on va laisser Bougui, et après on va analyser ensemble, il y a aucun souci. Vas-y, Bougui. Donc alors, moi j'ai pas la même analyse que vous, tu vois, parce que je pense que, en tout cas, Macron, quand il a voulu nommer Le Cornu, c'est une question qui a été mûrement réfléchie. Il savait très bien où qu'il mettait les pieds. Et Le Cornu aussi. Le Cornu, quand il a pris le pouvoir, en tout cas quand il a dit je vais te nommer, les projections, il les avait déjà présentées à Macron pour lui dire je vais peut-être mettre tel ou tel ministre. Moi je pense que, en fait, et là je vais sortir un peu, on va dire, du plan Macron, c'est que moi, pour ma part, j'ai plus l'impression que Le Cornu, peut-être on a essayé de lui imposer, par rapport aux organisations et par rapport aux hommes les plus riches, des hommes, et qu'il a refusé, et qu'on l'a obligé à démissionner peut-être via du chantage. Parce que moi, pour moi, c'est un séisme politique qu'on est en train de vivre là. C'est du jamais vu, moi. Comment une personne qui accepte d'être Premier ministre, il a très bien pesé le pour et le contre du gouvernement comment c'était aujourd'hui. Il a pris le pouls de la situation et que même pas 12 heures pour démissionner. Là, il y a quelque chose là derrière. Excuse-moi, Bougui, il avait, sincèrement,
quand tu regardes la situation, honnêtement, il n'avait pas d'autre choix que de démissionner. Parce que même s'il était resté... Audrey, non, partez pas sur ce terrain-là tout de suite. On va y aller, Je veux juste que déjà... Boogie, termine ton analyse, donc... toi, vas-y, termine ton analyse, on va y aller sur tout ça, ce que tu lui parles, Audrey, juste après. Vas-y, Boogie. C'est un groupe d'intellectuels, il était déjà au pouvoir. Les projections, il les avait déjà faites, il avait pris le pouls de la situation. Il savait très bien que... Pourquoi prendre, on va dire, un poste si tu sais que tu vas démissionner? C'est des hommes qui réfléchissent. Il n'aurait pas accepté le poste dès le début, ou il aurait fait galérer. C'est que là, moi, de le vouloir accepter là tout de suite le poste et démissionner 12 heures après... Mais moi, franchement, il y a quelque chose derrière. Il y a une... Il n'a pas démissionné 12 heures après. Ça fait plus de 20 jours, je crois qu'il... Je comprends pas, là, Boogie, ce que tu dis. Non, ça fait 2-3 semaines qu'il avait été nommé. Bah oui, ça fait déjà 2-3 semaines qu'il est Premier ministre. Non, mais par rapport à... Quand je dis 12 heures, c'est les ministres qu'il a nommés. Ah, le gouvernement. Ok, le gouvernement. Très bien. Le gouvernement, il a même pas 12 heures. Tout à fait, Lolo. Tout à fait, Lolo. C'est Retailleau qui a tout fait péter. Ça, c'est vrai. Il y a eu un putsch, il y a eu un coup d'État, en tout cas gouvernemental, c'est qu'au niveau du gouvernement, c'est pas au niveau de l'Élysée, par Retailleau, je suis totalement d'accord, celui qui appelle à la discipline, au respect, à l'ordre, au respect de la constitution, de l'état de droit, etc., est aujourd'hui celui qui a organisé le putsch du gouvernement et qui a obligé le cornu à partir. Ça, c'est une belle analyse selon moi. Vas-y, Boogie. Il est bien là le problème, c'est que le cornu, il a rencontré Retailleau. Retailleau, il a dû lui dire les choses claires comme il est pensé. N'hésitez pas à donner, pour les 120 qui est là, s'il vous plaît, c'est une Palestinienne, une maman qui est toute seule, qui a ses enfants. Juste une petite parenthèse là-dessus. Rapidement, Audrey, juste rapidement. Tous ceux qui peuvent donner, s'il vous plaît, essayez de donner à Marwa, aidez-la, s'il vous plaît, de grâce. Si on peut atteindre 2000, 3000, 4000, 5000 pour elle. C'est une maman seule, avec des enfants, dans les territoires palestiniens, qui endurent, qui souffrent. Vous savez à quel point c'est dur. Déjà pour nous, ici en France, quand on est dans cette situation. Mais là, c'est une Palestinienne et vous savez ce qui se passe. Ici, c'est que le cœur, c'est que l'humanitaire, c'est que l'âme. On convoque rien d'autre. On n'est pas sur la question Israël-Palestine. On est sur un être humain, une âme, une maman avec des enfants. Et voilà, merci beaucoup. Même moi, je vais lui donner tout de suite ce que j'ai récupéré d'hier. Vas-y, excusez-moi, continuez. C'est ma première version. Et ma deuxième analyse, c'est que pour moi, on est sur le premier essai pour préparer les élections nationales. Pour voir si l'alliance des droites va être possible, on va commencer dès maintenant à faire un travail pour se préparer pour 2027. Mais Boogie, il ne lui a pas tout dit justement parce que, et c'est ça que Retailleau a invoqué pour justement faire son putsch. Justement, il lui a pas dit qu'il allait nommer le maire. Et ça, il s'était vu. Au hasard comme ça, hein. Non, mais je t'assure. Écoutez-vous, chacun son tour. Le mieux, c'est écoutez, on n'est pas qu'entre nous. Il y en a 120 quand même qui veulent bien vous écouter. Faut que vous essayiez de parler aussi pour les 120, s'il vous plaît, merci beaucoup. Tu as raison. Donc, je te disais vas-y, Audrey, vas-y. Enchaîne, Audrey. Non, mais en fait, leur entretien n'a pas été clair et du coup, il ne lui a pas tout dit, il ne lui a pas donné toute la constitution de son gouvernement et c'est ça en fait qui a déclenché, on va dire, comme a dit Monquet, en fait, ce putsch. Alors, moi, j'appellerais pas forcément ça un putsch, mais comme effectivement Retailleau a quand même beaucoup d'influence, eh bien, voilà. Et puis, de toute façon, quand tu dis oui, je comprends pas pourquoi il a démissionné 12 heures ou 24 heures après avoir constitué son gouvernement. Dans tous les cas de figure, vu comment c'était parti, il avait aucun autre choix que de démissionner. Et moi je veux pas trop m'avancer sur cette analyse parce que Monquet m'a dit on en parlera après. Oui. Non mais alors voilà. On peut y aller. Alors Boogie, pour bien qu'on comprenne ta position. Pour toi, donc quel est là dans un futur assez proche, c'est quoi? Toi aussi tu penches vers la dissolution? Là Macron va prendre la parole et appeler à la dissolution, ou est-ce que tu vois un autre scénario? Non, moi, là, le seul scénario qui nous reste là aujourd'hui, c'est une dissolution et préparation de la droite et de l'extrême droite pour les élections de 2027. On est sur le premier essai, là. D'accord, ok. Vas-y, toi, Audrey, donc enchaîne sur ce que tu voulais dire tout à l'heure. Merci pour ceux qui donnent, n'hésitez pas. Si on peut monter à 5000, un objectif de 5000, je sais, je demande beaucoup, mais c'est comme ça.
c'est comme ça qu'on prouve une détermination. Et c'est comme ça aussi qu'on se dit qu'on y arrive ensemble. 5000 pour Marwa, déjà, ça serait extraordinaire. Hein, je vous l'ai dit, femme seule, isolée en Palestine, avec des enfants à charge. 5000, et encore je dis, quand je fixe une limite, c'est pour mieux les bousiller, ces limites. Hein. C'est ça, les vrais gens déterminés. Pour bousiller des limites. Nous, on se fixe aucune limite, en réalité. S'il vous plaît, pour Marwa, s'il vous plaît, les amis. Vas-y, Audrey, vas-y. Sur ce que tu disais, justement, là où je t'ai coupé, et que tu voulais reprendre. Oui, non, mais de toute façon, c'était... Alors, pour 2 raisons. Il n'avait pas d'autre choix que de démissionner par rapport à ce qui s'est passé avec Retailleau, d'une part, et d'autre part, à chaque fois que un Premier ministre a été nommé, alors je suis d'accord avec toi, Bougui. Certes, il a accepté, et à partir du moment où il a accepté, c'est pas logique de se dire bon bah j'accepte et après je vais démissionner. Sauf que il a mis énormément de temps pour constituer son gouvernement, parce que voilà, il savait très bien qu'il fallait qu'il trouve une solution pour contenter tout le monde. Il avait besoin du PS pour pouvoir faire passer ce qu'il devait faire passer. Or, en tout cas, c'était pas forcément le cas. Et pas sûr sur ça, Audrey, parce que sur le PS, il y a qu'à voir la déclaration d'Olivier Faure quand justement il apprend la démission de Lecornu. Il dit bah c'est dommage parce qu'en fait au fond il déplore quoi, et il dit c'est dommage parce qu'on avait enfin un Premier ministre. Il était de son côté en fait. Il était de son côté, ouais, exactement. Donc on pouvait imaginer. Vas-y. C'est pour ça que je te disais que en fait Lecornu avait besoin du PS en fait pour. On peut dire qu'il l'avait. On peut dire qu'il l'avait justement. Oui. Et donc ce qui est terrible, c'est qu'on peut se dire qu'il avait réussi quand même à se positionner en tant que Premier ministre comme quelqu'un avec qui on peut discuter. Même les Verts, hein, Marine Tondelier et d'autres, on dit bon quand même c'est quand même un interlocuteur plus sérieux que Bayrou déjà. Oui, premièrement, donc c'est déjà mieux pour discuter. Même les syndicats, bon qui certes n'avaient pas eu gain de cause et qui étaient très loin d'avoir obtenu ce qu'ils voulaient, et ben Marie-Lise Léon donc de la CFDT et Sophie Binet de CGT, elles deux ont dit que c'est quand même un interlocuteur dont elles reconnaissaient qu'il y avait moyen de travailler. Il y avait aussi ouais, c'était tout. Et puis voilà, et puis le PS, donc il avait quand même réussi pour la frange à gauche de l'échiquier politique à trouver matière à travailler quoi. Et en fait, ça vient vraiment de la droite. Ça vient vraiment de Retailleau. Et moi, je parle de putsch. Je le fais exprès de parler de putsch. Hein, regardez le visage là de la petite fille, machallah. S'il vous plaît, donnez à Marwa, wallah, donnez à Marwa tout ce que vous pouvez. Vraiment, n'hésitez pas, vraiment. Et comment dirais-je, il avait trouvé, enfin, en tout cas, il avait commencé à construire quelque chose avec la gauche qui pouvait, à terme, surtout pour la question des budgets, donc le PLF et le PLFSS, donc projet de loi de finances avec ça, il avait quand même avec la gauche matière à travailler quelque chose. Ça vient vraiment de la droite, c'est vraiment Retailleau, et je crois que c'est de ça dont il est véritable. Oh, c'est beau ça, merci Yacine. Merci pour elle, merci infiniment pour elle. Et donc voilà, vas-y Audrey, termine, après on écoute Zorro et Midway. Non, mais voilà, je pense que j'ai terminé mon raisonnement. Après, advienne que pourra, parce qu'à mon avis, la journée, elle est pas finie. Hein. Elle n'est pas finie, exactement. Hein. Tout ça est encore une fois, nous, comment dirais-je, il y a une prudence qu'on maintient dans nos discours. Il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on dit. Tout est dynamique, tout est évolutif. Tout ce qu'on dit là pourrait être balayé là. Oui. Marcel, je viens de dire en fait là, j'étais sur les infos. T'as Retailleau qui a exprimé son mécontentement à la nomination de Bruno Le Maire. C'est la raison pour laquelle. Oui, c'est ce que tu disais. Bah oui, on sait, on est d'accord, Bougui. De Bruno Le Maire qui a fait que Retailleau est sorti de ses bons, on va dire. Oui. Mais c'est ce qu'on t'expliquait, mais ça fait partie, on va dire. Mais disons que c'était un bon prétexte, on va dire. Oh, merci beaucoup pour elle. C'est beau ça. En plus, elle est belle l'image. Hein. Wow. Ah là là, on va arriver aux 5000. C'est très bien. Si on peut dépasser, je vous l'ai dit, soyez des comment dire, pourfendez les records. C'est toujours bien de pourfendre les limites de temps en temps, surtout quand c'est pour l'humanitaire. Et je disais donc, Roya Bougui, merci Yacine. Voilà, on a atteint les 5000 déjà. Eh ben, écoutez, on va vers les 10 000. Allez, montez les gars, montez. Moi, je vous le dis. Ah, vous êtes montez. les meilleurs. Hein.
Voilà, franchement, au fond, vous savez, nous on discute de notre actualité politique à nous, elle est autrement moins dramatique que l'actualité des Palestiniens, autrement moins dramatique. Et on vous assure nous, je dis moi, tu sais, je suis assez catégorique là-dessus. Je fais partie moi sincèrement de ceux qui pensent qu'à partir du moment où tu as accès à l'eau, à l'électricité, à de quoi manger au moins un repas par jour, tu fais partie de ces privilégiés de cette planète. Mais je suis très sérieux quand je dis privilégié de cette planète. Accès à l'eau, accès à l'électricité et à manger au minimum un repas par jour. Et donc un toit, hein, c'est sous-entendu, hein, de l'eau, électricité, donc le toit. Le chauffage aussi. Voilà, ouais, donc l'électricité, voilà. Oui, et ben, je vous dis franchement, hein, on est les privilégiés de cette planète. Et bien tout ce que je viens de vous dire là, qui nous paraît évident pour nous, ce n'est pas le cas pour Marwa. Et surtout quand elle est maman isolée, elle a certainement perdu son mari dans les bombardements et elle a des enfants à charge. Les gars, vous savez. Merci Yacine, j'ai vu les dons. Barakallahu fik Roya. Merci à tous ceux qui donnent et vous savez que vous le retrouvez fait l'akhira. Donc on revient sur la France. Zoro, je te laisse la parole tout de suite, mais quelques éléments de contexte encore. Pourquoi est-ce que j'ai du mal à m'abandonner à la thèse selon laquelle tout ça avait été pensé depuis un certain temps maintenant? Moi, je crois vraiment que ça s'est fait entre le moment où il compose le gouvernement et la nuit d'hier et ce matin. Moi, je crois vraiment, entre le moment où il compose le gouvernement, où eux avaient déjà des indices comme quoi Rotaillot commençait à fomenter voilà une forme une forme de révolte, mécontent, enfin l'expression d'un mécontentement. D'ailleurs, c'est très important ça. Moi je dis après quand on a fini de la hier soir, la première info sur laquelle je tombe et que je trouve en alerte sur mon ordinateur, c'est Rotaillot qui est mécontent. Toi tu te dis mais attends, il vient d'être nommé, conforté dans son poste. C'est un gouvernement de droite, très clairement, c'est un gouvernement de droite, certes macroniste, mais il y a beaucoup de ses amis. D'ailleurs, lui là, le Cornu, c'est un mec des Républicains au départ. C'est quelqu'un qui appartient au camp de Rotaillot. Alors, il est peut-être pas sur la ligne politique, quoique si, il est sur la ligne politique de Rotaillot en réalité, le Cornu. Et c'est quelqu'un qui, au contraire, il pouvait s'en satisfaire en réalité de ce gouvernement. Or, il s'en est plaint. Donc là, il s'agit de savoir qu'est-ce que tente de faire Rotaillot, quelle est sa stratégie, quel est son objectif. Et c'est ça, voilà. En tout cas, il y a une piste ici. Maintenant, ce qui est important... Il est pas de Renaissance maintenant? Si, maintenant, au départ, non, je crois qu'il a même pas pris sa carte. Je crois même pas qu'il s'est encarté chez René. D'ailleurs, vérifiez, si quelqu'un peut vérifier ça. Parce que, en tout cas, voilà, c'est ce que j'ai vu, hein. Mais après. Ah, d'accord. C'est possible. Non, mais c'est possible. En tout cas, au départ, il appartient au camp des Républicains. Au départ, il est de droite. Comme l'équipe de Wauquiez, donc les Républicains. C'est ensuite que, doucement, progressivement, il se macronise à fond, au point d'être d'ailleurs le meilleur élément de Macron et d'avoir la promotion qu'il a connue là récemment avec le poste de Premier ministre. Juste deux, trois éléments. Il avait quand même travaillé pour penser des solutions par exemple pour le budget et les économies à réaliser. Il a vraiment fait un vrai travail. Je veux dire quand tu sais que t'es là pour le bluff et pour un temps et que tu vas démissionner, tu vas pas aussi loin dans le truc et dans les propositions, tu vas pas chercher à faire tout ça. Tu vas même pas chercher à draguer, l'opinion publique en disant, écoutez, les jours fériés, je les supprime, enfin, les jours fériés, je vous laisse vos jours fériés, il satisfait les riches en disant, je fais pas de taxe Zuckman, je fais pas d'ISF, etc., on touche pas à la réforme des retraites, etc. On fait pas ça. Donc, au contraire, il aurait pu, se sachant d'ailleurs, comme toujours démissionnaire, il aurait pu au contraire continuer dans la position de celui au contraire autant aller jusqu'au bout du truc très très réforme quitte à accuser des codes de popularité très faibles parce qu'il savait justement démissionnaire déjà dans sa tête. Or c'est pas le cas. Moi je crois vraiment qu'il y a eu une volonté d'y croire, qu'il y a cru, qu'il a essayé vraiment, qui s'est rendu compte que en fait il y a rien à faire quoi. Il y a rien à faire. Il a même décidé de ne pas utiliser le 49.3. Quand même, quand tu es dans une situation où la France est ingouvernable, quand tu es l'exécutif, en tout cas le gouvernement, mais en matière de PLF, là c'est l'exécutif qui cherche absolument à le faire passer. Quand tu es le gouvernement et que tu te prives du 49.3, c'est que tu te prives foncièrement de ce qui pourrait un temps soit peu permettre à ce pays d'être gouverné.
Et que quand tu abandonnes finalement toutes ces questions, en gros au Parlement, donc au parlementarisme, en réalité tu ouvres la voie à la cacophonie et à quelque chose qui n'avancera jamais, surtout en termes de budget, et surtout, comme l'a très bien dit Audrey, dans un contexte politique où tout le monde prépare déjà 2027 en réalité. Tout le monde est en train de préparer 2027. Il est pas là. Midway, vas-y. N'oubliez pas la sœur Marwa, les gars, c'est bien, on a fait les 5000. J'ai vu. Je vous ai pas assez remercié pour ça. Et vraiment, les gars, si on peut continuer pour Marwa, ça serait super. Vraiment, ça serait super. Bonjour. Par contre, moi, je vais descendre, si ça te dérange pas. Ok, ouais. Pas de souci. Je te remercie de m'avoir donné la parole. Excuse-moi de t'avoir coupé, Midway. Non, pas de souci, t'inquiète. Midway prend la parole tout de suite. Ah, y a pas de problème. Salam alaikum. Je peux prendre la parole, mon frère? J'étais avant toi, excuse-moi. Vas-y, Zoro. Après Midway, vas-y, y a pas de souci. Mon téléphone ne fonctionne pas correctement, j'ai changé de téléphone. Moi, je suis monté par rapport, en fait, au gouvernement, donc, République en marche, parce qu'en fait, c'est des personnes qui ont très peu d'expérience. Ils savaient même pas qu'ils allaient être élus. Ils ont été élus comme par hasard. Ils sont arrivés là sur des sièges de députés et ils ont pas beaucoup d'expérience. C'est pour ça que, comme Sébastien Lecornu, je pense pas que c'est une personne qui a de l'expérience. Ils sont arrivés, ce sont pas comme les anciens. Et aussi, je pense, le fusible qui a fait déclencher ça, c'est comment il s'appelle? C'est Retailleau. Parce qu'en fait, lui, dès qu'il a vu Bruno Le Maire, prendre le siège, celui qui a mis la France endettée, là. Il a endetté jusqu'au, je sais pas combien, 45 milliards, je sais pas combien de millions. Et donc, il s'est dit, c'est pas possible, on peut pas mettre ce mec-là, Bruno Le Maire, au gouvernement. Et il s'est retiré. Il a dit, voilà, soit vous le retirez, soit moi je me retire. Et ils ont eu peur de cette réaction. Et aujourd'hui, en fait, ça arrange beaucoup par rapport à ça, la droite, ça l'arrange beaucoup qu'il y ait cette démission, parce que eux vont demander maintenant la démission du président de la République, parce qu'ils vont dire, voilà, ça fait plusieurs ministres que tu as mis en place et personne ne tient la route. Donc il faut que toi tu tiens pas la route, tout simplement, parce que lui il se pense, en fait, peut-être qu'il pense qu'il est plus intelligent que tout le monde, mais des fois peut-être t'es intelligent, peut-être nous on l'est pas intelligent, mais il faut que tu te dises, voilà, je n'ai pas réussi à gouverner la France, il faut que je quitte la France et je sorte de la France. Donc moi, en fait, je pense que ça va plutôt arranger la droite et la droite républicaine, surtout De Vauquier, parce que De Vauquier, en fait, il était contre Retailleau et ça va arranger, parce qu'en fait là, Retailleau, il sait pas quoi dire maintenant. Il est pris entre deux chaises. Alors, franchement, merci beaucoup, c'est Voilà. très éclairant. Mais vas-y, si t'as encore autre chose à dire, continue, Zoro. Sinon, on laisse Je après dirais la par Midway. rapport, de toute façon, donc là, on a eu la présidence d'un président où il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de problèmes, la guerre d'Ukraine, la Covid, plein de choses, ceci, cela, mais c'est qu'un prétexte. Parce que on laisse pas son peuple mourir de faim et on nourrit un autre peuple. C'est-à-dire, tes enfants ne peuvent pas mourir de faim et nourrir un autre peuple. Il faut réfléchir. D'abord, tu nourris tes enfants avant de nourrir les autres. Et lui, il a fait le contraire. Peut-être qu'il veut rester au pouvoir, ou je ne sais pas. Alors, juste une petite parenthèse sur l'Ukraine, parce que c'est très intéressant. Rapidement, Midway, je te laisse la parole. Sur l'Ukraine et l'apport de la France pour l'Ukraine, la France, ce que la France a donné pour l'Ukraine, alors c'est déjà beaucoup, compte tenu des comptes publics français, mais c'est ridicule quand vous comparez aux autres acteurs, et surtout, quand vous le comparez aux Américains. Et voilà, exactement, Abdel. Quand vous comparez aux Américains, quand vous comparez aux Anglais, quand vous comparez aux Allemands. C'est comme toujours la France. C'est beaucoup de bla, 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 bla. Beaucoup de, voilà ce que moi j'appelle de l'agitation. De toute façon, c'est simple. Le plus grand bluff par lequel les Français, enfin, de manière générale, mais même en France, vous le vivez tous, par exemple, au travail. Vous les voyez très souvent, les Français, entre guillemets, de souche, hein. C'est pas de la haine, les gars, hein. Mais moi, je dis vos défauts, exactement comme parfois vous dites les défauts des Arabes, des Noirs, des Antillais ou des Asiatiques. Le défaut du blanc français, c'est qu'il s'agite. Pour faire croire qu'il travaille, il va faire ça. Alors, tu sais, il va faire ça, genre il bouge, genre il va, toi t'as l'impression, après il bosse lui, il fait rien du tout. Il fait rien du tout, que du bluff. Et il va d'autant plus s'agiter, écoutez bien les amis, que le patron vient de passer. Oh là là, si le patron il passe, oh il va faire exprès, il va il va exagérer, il va même te parler ouais, t'as pas oublié le dossier que je t'ai demandé là, il va faire exprès de le dire fort, parce que le patron faut qu'il entende. T'as pas oublié là le dossier que je t'ai demandé de faire là, parce que bon, moi j'ai bien avancé, mais là toi t'es en retard, tu sais, il casse ses collègues en plus. Et ben c'est ça Macron. Macron il est dans la droite ligne de ce que toujours le français de souche, le plus gros défaut, des bluffeurs en termes de travail. En termes de travail pur, des bluffeurs. En termes de, vraiment de la construction, de l'apport dans un projet, c'est toujours très faible, mais il s'agite, il bouge partout, mais il y a rien. C'est effectivement, Abdel l'a résumé,
8 milliards d'euros. Bon, c'est énorme, hein, quand on ramène ça au budget et à l'état des comptes publics français et à ce dont a besoin d'ailleurs le peuple français. Mais c'est rien comparé à ce qu'ont donné les Américains, à ce qu'ont donné les Allemands et les Anglais, pour ne parler que d'eux, parce qu'en réalité, il y a d'autres acteurs qui ont donné bien plus. Vas-y, il est où Midway? Oh, Midway. Ah, il est parti, Midway, dommage. Ouais. Non, il est là, il va monter. Par rapport à l'argent, après je laisserai parler Abdel qui était monté juste derrière moi. Par rapport à la démission de Sébastien Lecornu, il a eu 45 000 euros de dommages pour sa démission là. Ah ouais. Et maintien du salaire pendant 3 mois, hein. Ouais, maintien du salaire pendant 3 mois. Et puis les avantages, hein, donc, de tout premier ministre, parce que la loi, bien sûr, n'a pas été votée quant à, justement, revoir de fond en comble, pardon, tous ces privilèges et tous ces émoluments, comme ils aiment dire. Pourquoi est-ce que aussi, Sébastien, il y a fort à parier que Sébastien Lecornu, quand il était premier ministre, y croyait vraiment et voulait vraiment avancer sur le terrain de la proposition d'un budget acceptable pour les partis politiques et pour qu'il soit voté au moins dans le processus prévu par le calendrier, j'allais dire constitutionnel, à savoir premièrement un projet de loi de finances déposé au bureau de l'Assemblée nationale. Après, bien sûr, étude par le Haut Conseil aux finances publiques, un dépôt donc de ce projet de loi de finances au bureau de l'Assemblée nationale. Normalement, on est le 6 la semaine prochaine, donc mardi prochain, premièrement. Deuxièmement, prévu par la Constitution, 70 jours de débat dans le Parlement. L'Assemblée nationale et tout ça, ils discutent, ils en parlent, ils amendent, tout le débat. Au terme de ces 70 jours, il y a, j'allais dire, soit, écoutez, il y a un vote et c'est voté et tout va bien, et quand tout va bien comme ça, c'est déposé au secrétariat général du gouvernement, c'est promulgué ensuite par le président de la République, et ça entre en vigueur au 1er janvier, donc de l'année prochaine. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Évidemment, aucun de ces scénarios n'était envisageable pour Lecornu. C'est ce qui explique aussi sa démission, c'est parce que malgré son volontarisme. Alors déjà, il y a 2 choses qui expliquent son volontarisme. Le premier, c'est de rassurer toute la droite, et surtout le patronat, le CAC 40, les très riches, et donc la droite politique. En faisant quoi? En assurant qu'il n'y aurait pas de taxe Zuckman. En assurant qu'il n'y aurait pas d'impôt de solidarité sur la fortune de revoter. En ne touchant pas à la réforme des retraites, en ne revenant pas dessus. Il était ouvert, à un moment donné, à ce qu'il puisse y avoir un débat sur la réforme de retraite, mais l'article 40 qui prévoit que, ok pour en parler, mais rien qui amenuise ou rien qui augmente les budgets en lien avec les budgets, donc le financement autour de ces réformes. Bon, voilà, l'article 40. Donc en gros, pas de débat du tout, quoi, parce qu'il n'y a pas de marge de manœuvre. Deuxièmement, donc pour rassurer la gauche, qu'est-ce qu'il fait? C'est pour ça que je vous dis qu'il y avait une vraie volonté de demeurer Premier ministre pendant le plus longtemps possible. C'est qu'il voulait rassurer, par exemple, le camp de gauche. Comment est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, il n'y a pas de taxe Zuckman, mais on va essayer d'envisager des mesures. Donc, c'est la CVAE. Donc, la fameuse contribution, la fameuse contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Deuxièmement, sur l'imposition, la taxation, en tout cas, la suroptimisation fiscale, de lutter contre elle, et sur la question des holdings. La façon dont les très très riches cash et stockent leurs dividendes dans des holdings, et ce qui leur permet d'échapper à l'impôt. Il y a eu un très bon travail fait par le rapporteur actuel à la commission des finances, qui s'appelle Monsieur de Courson, qui lui avait même prévu quelques solutions en la matière, et auxquelles Lecornu n'était pas foncièrement fermé. Il y avait la question du CHDR, donc ça c'est la contribution, c'est à quoi déjà? Mais c'est différentiel, donc c'est une contribution sur les hauts revenus mais différentielle. Donc ça aussi, il était tout à fait disposé à mettre ça, la CDH à la contribution différentielle aux hauts revenus. Il y a ça, et il y en a une autre qui est encore plus catégorique, qui était ce que Sarkozy avait proposé, mais qui est pareil, une contribution sur les hauts revenus. La totalité de tout ça, qui sont des ponctions sur les très riches, sur la fortune des très riches, pouvait représenter comme à peu près 5-6 milliards d'euros. Donc ça, c'était pour rassurer la gauche. Donc il y avait quelques matières à rassurer la gauche. Donc on voit bien qu'on avait vraiment un Premier ministre qui vraiment cherchait à créer les conditions d'une gouvernabilité qui puisse permettre au moins le vote du projet de loi de finances et du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Donc voilà, pour répondre à Bougui qui disait que peut-être que tout ça avait été prévu.
Moi, je crois vraiment qu'il a essayé. Et en plus, donc, vous savez, une de ses dernières annonces a été de dire, et d'ailleurs, ça a été très malin, parce que c'est ce qui a bloqué, un peu comme au jeu d'échecs, c'est ce qui a bloqué les oppositions et surtout la gauche, à savoir qu'il ne voulait pas utiliser le 49.3. Alors, il y a d'autres outils juridiques qui existent, mais il voulait pas utiliser le 49.3. Ça voulait dire qu'il n'allait pas, quelque part, ouvrir la voie pour les partis opposants à quoi? À la censure. Donc, puisqu'il n'allait pas avoir de censure à cause de lui, parce qu'il n'allait pas faire le 49.3, qu'est-ce qui allait se passer? Tout le temps allait être porté sur qui? Sur les partis composant l'Assemblée nationale. Lui, il se déchargeait par là. Et donc, ça compliquait quand même la tâche de l'Assemblée nationale, sachant qu'il avait des voix pour malgré tout réussir à passer. Donc ça, c'est un des scénarios possibles. C'est la possibilité qu'on demeure comme ça pendant un temps. Et donc on va voir, parce que vraiment, c'est vraiment là on est dans le flou. Je pense qu'on en saura plus peut-être dès ce soir. Demain, après-demain, c'est sûr qu'on en saura beaucoup plus. Mais en tout cas, voilà, c'est ça la situation actuelle. Abdel, vas-y, Khoya, dis-nous ce que tu penses, ton analyse. Je pense que tout a été dit et bravo encore une fois pour la pertinence de vos analyses. Salam alaikum Monke, salam alaikum tout le monde. Celui qui a fait tomber tout ça, c'est Bruno Retailleau. C'est clair. Et ce qui est assez marrant, c'est que personne ne veut lui donner le pouvoir. Parce que tout le monde a bien compris que Bruno Retailleau fait partie de ces gens qui ont une forte popularité et qui, si on leur donne le pouvoir, vont encore plus rendre le pays chaotique. Donc, il a voulu des nominations de gens à lui, il les a pas obtenues. On lui a pas dit que Bruno Le Maire était dedans, il le déteste. Et forcément, nous arrivons à ce qui s'est passé là, mais c'est quand même, on en parlait hier, c'est quand même du n'importe quoi. Enfin, je veux dire, à ce niveau-là, voir ça, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'ils ne se font... C'est très faible. Les commandes ne sont pas... Les carnets de commandes sont vides. Il n'y a pas de perspective. Il n'y a pas d'investissement massif. Vraiment, ça va mal. On a de plus en plus d'entreprises qui sont en liquidation judiciaire et on a un taux de chômage qui augmente un tout petit peu. Un tout petit peu. Et on a des prévisions de croissance qui ont été revues à la baisse. Donc, vous mettez tout ça ensemble... Et puis avec un gouvernement qui vient d'être nommé, ce qui normalement était de nature à rassurer un peu tout le monde, eh bien qu'est-ce qu'on apprend ce matin en se réveillant? L'autre il démissionne et le gouvernement est démissionnaire. Tu te dis qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Je veux dire non mais je vous assure, non mais il faut mesurer quand même. C'est gravissime, c'est dramatique d'en arriver là. De la part de ceux d'ailleurs qui, à chaque fois qu'un micro leur est tendu, s'emploient à appeler les Français à de la discipline, au respect de l'autorité, au respect de l'ordre, à travailler, à s'engager. Et puis vous avez que des gens, soit qui se désengagent, le cornu pose sa démission, soit on fait le jeu des amis, le tour, tu vois, les chaises musicales. Tiens, mon pote, je te mets là. Tiens, le maire, tu reviens. Tiens, Vert, je te donne une place. Tiens, Naïma Mouchou, c'est bien ce que t'as fait à l'Assemblée. Tiens, je te donne une récompense. Ah, Lescure, t'es mon pote depuis longtemps. T'es un macroniste de première heure. Tiens, je te donne l'économie. Et puis, et puis, en même temps, tout ça, on a l'organisation d'un putsch. On a Retailleau, qui se sent, qui se sent les allures ou même l'âme d'un général, d'un chef d'armée, puisqu'il se sent propriétaire de la police, il se sent propriétaire des services de renseignement, il se sent propriétaire d'une aura et d'une autorité, et il se sent propriétaire aussi de l'électorat vraiment régalien de droite, et il se dit, vous savez quoi? Eh ben, je fais un putsch, et je suis comme a pu l'être à l'époque, ceux qui ont voulu protester contre De Gaulle, rivaliser De Gaulle sur son terrain. Donc on a un peu ça aujourd'hui, donc voilà, c'est ça le topo. C'est là où il faut dire ce qu'on disait, c'est-à-dire que les musulmans et les gilets jaunes, vous allez morfler. Parce qu'il n'y a plus d'idéologie, il y a l'idée d'en découdre. Et donc, les musulmans, les noirs, les immigrés et les gilets jaunes vont trinquer, je pense, pour la suite. On verra bien. Vas-y, Tariq, on t'écoute, Roya Tariq. Eh bien, vous connaissez un peu mes positions, mon état d'esprit. Vous savez comment je suis, Hassan, Abdel. Moi, je dis le cornu, c'était prévu déjà depuis le premier mandat qui joue son rôle aujourd'hui. Donc il a joué son rôle, c'est-à-dire il est monté dans l'avion, il est allé dans la cabine des pilotes et il leur a dit sortez de la cabine, mettez le pilotage automatique. Voilà, si vous avez compris mon jargon, je pense qu'il va se passer quelque chose.
au niveau démocratique qui fait que Macron essaye de s'attribuer des mérites. Alors, il joue le jeu du fait que d'abord il préfère qu'on le critique pendant un certain temps pour à la fin s'attribuer des mérites en réalisant des choses qu'il aurait pu faire déjà depuis le premier mandat. Mais il a pris tout son temps. Donc, à mon avis, la droite, comme l'extrême droite, elle est figée. Elle risque pas un jour d'arriver aux élections, à moins qu'ils volent les élections et que Macron leur donne le pouvoir, du moins faire en sorte de leur donner le pouvoir. Et l'extrême gauche ne reste à mes yeux qu'un subterfuge. Justement, Macron a bien l'intention de faire en sorte que ça la finisse avec l'extrême gauche. Pourquoi? Afin de pouvoir attirer tout le panel de la nation, c'est-à-dire tous les esprits qui s'opposent à devoir s'unir contre un seul et même système belliqueux. Voilà. Et donc Macron va dire, voilà, j'ai recruté des gens afin de faire évoluer le pays, et finalement, je n'ai pas pu compter sur ces gens, alors je vais me racheter d'une certaine manière. Mais le but de Macron, en réalité, c'était de mettre à feu et à sang le pays, ce qui n'a pas réussi. Donc un autre va le remplacer, quoi qu'il arrive demain, il démissionne, ou qu'il ne se représente pas aux élections, un autre va faire le travail à sa place. Et le but, c'est justement d'enlever la souveraineté au niveau de l'esprit, hein, à la nation. C'est-à-dire que la nation ait une certaine résilience à accepter finalement qu'elle n'a aucune souveraineté et qu'elle n'en aura jamais. Alors que, logiquement, ça devrait se passer autrement, bien au contraire. On devrait pouvoir acquérir cette souveraineté que le peuple français n'a jamais eue depuis la Première République, depuis la Révolution française. Jamais le peuple n'a eu sa souveraineté comme il se doit. Ah oui. Donc moi, mon analyse personnelle est que le pays va pas s'arranger pour autant. Donc le travail que Macron avait de devoir mettre à feu et à sang le pays en délocalisant des industries, en vendant le terroir français, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France est une société commerciale en cours de liquidation judiciaire. Et dont nous, les citoyens, sont en fait des marchandises qui puissent être à détruire. Donc faut rien s'attendre à de bon. Il y a rien qui inaugure de bon à venir, à part si on prend le pouvoir. Et comme je dis, tu connais le morceau dans la cité va craquer. L'insurrection est la solution, mais elle ne sera pas sans désagrément, elle ne sera pas pacifique. Voilà. Est-ce qu'il y a pas alors voilà, donc on a dit donc les différents scénarios, il en existe de plus institutionnels, il y a des scénarios plus institutionnels si vous voulez, plus constitutionnels si vous voulez. L'idée qu'on fasse voter finalement, enfin que finalement limite on puisse comme ça continuer à gouverner avec un gouvernement démissionnaire, c'est possible, ça peut durer. Je vous le dis, ça peut durer. Qu'on fasse passer d'ailleurs le budget, même si on n'arrive pas à le voter, qu'il soit voté par ordonnance, qu'il soit décidé, c'est-à-dire que le gouvernement, l'exécutif plutôt, par ordonnance, il fait passer le budget. Alors c'est loin d'être démocratique, mais bon, la nécessité fait loi. Il y a d'autres recours. Il y a l'exemple espagnol. L'exemple espagnol, c'est quand même intéressant. C'est un pays qui vote pas de budget depuis plusieurs années maintenant, et il y a une amélioration des comptes publics et une amélioration générale, de la santé générale du pays. Donc c'est quand même étonnant. Hassan, il y a une erreur qu'on fait quand on parle aujourd'hui, comme nous le faisons nous quatre là, ou tous ceux qui sont dans le panel, c'est qu'on oublie la prépondérance des actions de l'Union européenne vis-à-vis de la République française. Et ça, on l'occulte sans le savoir à notre insu. Faut pas oublier que Macron, il est sur la ligne directe de l'Union européenne. Hein, l'Union européenne, que fait-elle? Elle fait rien de bon il n'y a pas rien que pour la France, pour toute l'Europe, elle ne fait rien de bon, bien au contraire. Ok, non, mais en tout cas, voilà. Donc, il y a ça. Donc, il y a la dissolution. Hein, la dissolution, c'est toujours un outil que possède Emmanuel Macron, en tout cas parce qu'il l'a pas réactivé depuis la fois dernière où il l'a réactivé et où il l'avait activé, et donc il pourrait activer la dissolution. Donc, ce qui implique des élections législatives. Des élections législatives qui, en tout cas, Marine Le Pen, le RN, y croit très très fort, pense qu'ils remporteront, et qui, au terme de ces élections, donc, obligera Emmanuel Macron à nommer un Premier ministre d'extrême droite, donc du Rassemblement national.
C'est un scénario. Mais ce que je crois quand même malgré tout le plus probable, c'est la nomination assez rapide d'un prochain Premier ministre. Je sais pas, moi je trouve l'entrée en scène de Jean-Louis Borloo, l'entrée en scène médiatique dans la presse comme dans la télévision, par des réseaux médiatiques qui sont ceux macroniens, hein, qui sont bien ceux macroniens, hein, les journalistes BFM, etc. Me semble pas non plus, voilà, c'est une entrée médiatique qui me semble pas anodine. Moi je pense que tout ça participe d'une seule et même. Je sais pas, je trouve il y a une alors il y a ça et puis alors il y a ça qui est encore plus intéressant selon moi. Alors là vraiment je mets des guillemets, on est au conditionnel évidemment. C'est est-ce que il n'y a pas une volonté d'Emmanuel Macron d'entretenir un certain niveau de pourrissement à tous les niveaux, de sorte à ce que vous créez les conditions sociales d'une volonté d'exaspération des Français et donc de révolte. Souvenez-vous, on l'a rappelé tout à l'heure. Le 11 et 12 octobre prochain, il va y avoir une volonté de reproduire ce qui s'est passé en Allemagne, là, les grandes manifs nationalistes en Allemagne. Eh bien, il y a une volonté de reproduire la même chose à République, à Paris et ailleurs dans Paris. L'Angleterre Ouais, l'Angleterre aussi, tout à fait. Et donc là, on a ça. On a des Français qui veulent en découdre. On a de l'autre côté, des gens de gauche qui voient d'un très mauvais œil que Place de la République soit investie par des fachos. Quand même, la Place de la République est quand même tout le monde s'en souvient, hein, c'est quand même globalement une place qui est largement investie par la gauche, plus que par la droite. Mais là, ce serait la droite qui investirait la place de la République. Et donc, potentiellement des confrontations, peut-être des révoltes. On voit là le mouvement Gen Z, donc d'une jeunesse dans le monde, qui se saisit de ce mouvement et qui veut se faire entendre. On peut imaginer... là, tu auras les antifas, Monké. Là, clairement... Ouais, c'est ça, tu auras les antifas. Ils ont mis à l'amende les fachos. Oui. Et c'est un point d'honneur pour eux que de les défier. Donc, ce que tu vas voir, c'est les antifas. Ah ouais. Non, parce que la police ne laissera pas faire parce que, mais, heureusement, entre parenthèses, parce que eux, ils peuvent aller très loin. Voire comme les sionistes et les pro-palestiniens. Quand la LDJ est partie dans les rues, si ce n'est pas les CRS qui défendent ces gens-là, franchement, t'aurais eu des morts, hein. Est-ce que je peux pousser le bouchon, mon pied? Vas-y, pousse le bouchon, vas-y, bismillah. Alors, là, je vais sur des théories, hein. Je suis sur une théorie. Ah, voilà, c'est bien. Faut toujours prendre la précaution de dire, quand on est dans la théorie, on dit au conditionnel, c'est un scénario possible. Vas-y. Connaissant le gouvernement, l'environnement dans lequel on a grandi au niveau politique, moi, en tout cas, je me dis maintenant, comme je te dis, c'est une théorie. Vu ce qui s'est passé là, j'ai l'impression qu'il y a un agenda sombre. C'est-à-dire que la démission, en fait, elle a été faite bien orchestrée, là. Okay. Et en fait, le 12 octobre, c'est un rassemblement patriote au niveau national. Eh bien, j'ai peut-être envie de te dire, t'as peut-être un mec qui va arriver du jour au lendemain, on sait pas d'où, il va te crier Allahu Akbar, et ça va fédérer autour de eux. Peut-être. Et là, il pourra créer un nouveau gouvernement. On peut tout imaginer. Et non, plus que un nouveau gouvernement. Moi, je pense, les gars, n'oubliez pas, Macron, moi je vous le dis, Macron, il a pas envie de raccrocher. Il a pas envie de raccrocher. Il est trop, si vous voulez, il est trop présent sur la scène internationale. Il a une place qui est majeure dans une perspective d'un conflit international dans le futur entre, on va dire, le bloc Est contre le bloc de l'Ouest. Et il a une place qu'il a pas envie de lâcher. D'ailleurs, il est plus encore heureux, Hassan, encore heureux qu'il veuille pas partir. Attends, Tarbag, attends. Il a, je veux dire, aujourd'hui, Emmanuel Macron est beaucoup plus concentré sur les questions internationales que sur les questions intérieures. D'ailleurs, il s'intéresse quasiment, il parle quasiment jamais de ce qui se passe à l'intérieur. Il fait mine de confier ça à un Premier ministre qui, de toute façon, l'a tellement laissé faire qu'il a démissionné. Donc c'est pour vous dire. Mais évidemment que c'est avec l'accord de Macron qu'il a démissionné. Hein. Mais là où je veux en venir, c'est que il est tellement bien en place dans le G7, à l'ONU avec la reconnaissance de la Palestine, sur les dernières, vous voyez la fameuse réunion informelle qui s'est déroulée à Copenhague, où il a pris une place bien particulière, où il est au cœur de l'action pour l'Ukraine, pour la question de la défense européenne, dans un cadre où justement au sein de l'Europe, on reconstitue l'armement, on se reconstitue une puissance pour de prochaines guerres et des menaces qu'il qualifie d'hybrides désormais, contre lesquelles il faut réagir. Donc est-ce que moi, Abdel, je pose la question, et aux autres, hein, Karim aussi, voilà, Karim prend la parole juste après, est-ce qu'il n'y a pas une volonté donc d'Emmanuel Macron, de créer les conditions? Il sait que qu'en termes géopolitiques,
le feu est à nos portes. Il manque plus que le feu à l'intérieur, mais un feu que quelque part lui il entretient pour pouvoir activer l'article 16 et garder le pouvoir. Hassan, et garder le pouvoir. Adam Gauchi, s'il te plaît. Ouais, bien sûr, j'ai pas vu. Adam, il est où? Adam, vas-y, monte. Vas-y, alors Boogie, vas-y, après on écoute Karim et Adam, si vous voulez bien. C'est pour ça que j'ai pensé à cette théorie, parce que pour moi, eux, leur objectif, c'est le chaos. Et là, ils ont une opportunité, ils ont une fenêtre, mais qui est très grande. Je te dis, moi, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un mec en voiture qui passe, qui fait un strike. C'est des trucs comme ça, quoi. Et là, il a tout gagné, Macron. Il a tout à gagner. Ok. Karim, je sais pas ce que tu en penses de tout ce qu'on a dit, mais tu peux parler de tout le reste. Hein, La vérité, c'est Hassan et c'est Abdel. Salam alaikum. Wallah, je suis monté pour vous saluer. L'invitation, je peux pas la refuser. Wallah, je suis monté pour vous saluer. Je sais même pas de quoi vous parlez, du nouveau remaniement là ou du. Voilà, c'est ça. Enfin, de la démission et de la suite. Mélenchon approche. Bah, c'est juste, c'est encore une fois de plus, c'est juste une preuve que, en ce moment, la France, elle est ingouvernable. C'est ingouvernable. Tu peux pas gouverner avec ce qu'on propose et qui est proposé surtout. STP, le cornu. C'est ingouvernable. Voilà, ingouvernable. La France est ingouvernable aujourd'hui. Je sais pas comment ils vont faire. J'ai vu que comment il s'appelle, que Bardella propose de refaire comment on appelle ça là. C'est les dissolutions, les législatives. Ouais, dissolutions et législatives. Voilà, perte de temps, perte de moyens, perte de tout. Donc voilà, ça va dans le mur tout ça. Inch'Allah, vivement 2027. Voilà. Bah oui, mais en vérité, Karim, attendez, Karim, justement, est-ce que entre temps, parce que 2027, mine de rien, c'est quand même dans quoi, 17 mois, les gars, est-ce que la France peut tenir jusqu'en 2027 sans qu'il y ait entre temps une explosion sociale conjuguée à des menaces russes qui sont de plus en plus pressantes, qu'elles soient réelles ou fomentées, hein, ou sous faux drapeau comme on dit. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être de la part de Macron une stratégie, bien sûr que c'est une stratégie informelle, c'est une stratégie officieuse, je veux dire c'est dans sa tête et avec ceux qui sont d'accord avec lui d'ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de se dire attends, je vais créer les conditions d'un pourrissement général et de menaces qui pèsent sur le pays qui va m'obliger moi. Vas-y. Justement, c'est Hassan à surveiller le 12, là, il y a une gros appel à un rassemblement on va le dire clairement, hein, ils disent que non, mais pour moi, c'est un rassemblement de fachos. On va le dire clairement, le 12. Donc déjà, c'est une implosion, donc on va voir comment ça va se passer. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, ils ont mis Ben de côté, tu vois, subhanallah il-adim. Et à trop vouloir en faire, ils l'ont mis de côté. De toute façon, c'était inévitable. On le savait très bien, c'était sûr. Donc, et ils nous préparent à la guerre. Parce que en Belgique, je sais pas si t'as vu aussi, en Belgique, ils l'ont fait savoir clairement. Ils ont demandé à préparer à faire des réserves et acheter des masques. Je sais pas si t'as vu, en Belgique et dans d'autres pays européens. Donc oui, moi, je pense qu'ils nous préparent à la guerre. Et il y a une annonce aussi. Il y a aussi une annonce de Christine Lagarde, donc présidente de la Banque Centrale Européenne, qui a dit « Il faut que vous conserviez du liquide chez vous ». Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire plein de choses, hein, évidemment. Mais ça veut aussi dire qu'il y a la menace d'une cyberattaque donc russe sur le système électronique globalement, hein, sécurisant les transactions financières et donc aussi les retraits d'argent. Et c'est cette idée que vous puissiez avoir quand même une petite réserve d'argent liquide chez vous, ça dit quelque chose, quoi. Voilà, faut pas exclure, tout est possible, quoi. Dernier truc, c'est Hassan, et après je vous laisse la parole. Et il faut voir aussi qu'il y a des micro-conflits de partout dans le monde, hein, la Thaïlande avec le Cambodge. L'Iran se prépare aussi à une grosse guerre. Je sais pas si tu as vu, Hassan, l'Iran qui se prépare aussi à une grosse guerre. Et ils sont persuadés, ils sont sûrs que ça va repartir avec les autres. Donc ouais, il y a rien de, l'avenir, ça n'en sait pas. Il faut dire ça, il y a ce que tu dis, moi, comme je l'ai fait hier, j'ai fait un peu comme ça, un panorama des dernières élections en Europe
qui donne donc, si on commence de l'Est en allant vers l'Ouest, qui donne du côté donc de l'Est avec la Hongrie, le Fidesz de Viktor Orban, avec toute la Slovaquie de Fico, son parti donc d'extrême droite, avec ensuite République tchèque, il y a eu les législatives hier qui ont donné Babis vainqueur, qui est un extrême droite. On avait encore ensuite l'Autriche, dont les partis d'extrême droite sont très puissants. On a l'AfD allemande, qui est très très puissant, qui prend de plus en plus de place dans la politique allemande. On a évidemment Giorgia Meloni d'Italie, on a Nigel Farage en Angleterre qui prend une place de plus en plus importante et qui menace même Starmer au pouvoir. On a au Portugal une avancée très avancée, hein, vraiment on a accéléré, l'extrême droite accélère et prend de plus en plus en place au Portugal. Et on a évidemment en France quelque chose qui va de plus en plus mal au point où, plus que jamais, le Rassemblement national est au pouvoir. Donc voilà, on a globalement tout ça, avec en même temps une jeunesse qui s'embrase et dont on a peur. D'ailleurs en France, je vous le dis, ils ont très peur que la jeunesse s'empare de ce mouvement Gen Z. Ils ont peur que la jeunesse se reproduise ce qui a été fait par les jeunes au Maroc et ailleurs, d'ailleurs, pas qu'au Maroc, mais aussi ailleurs. Et puis il y a le mouvement donc les mouvements sociaux, donc les syndicats qui ont mis dans la rue beaucoup de gens, et on a maintenant le mouvement des entre guillemets patriotes, moi je les appelle des nationalistes racistes pour l'essentiel, qui eux vont prendre les rues le week-end prochain, dont on a quelques craintes quant à la façon dont tout ça va se dérouler. Donc ça fait quand même beaucoup. Et puis la menace russe, de plus en plus présente. On parle de menaces hybrides, les Russes s'emparent du ciel, en tout cas survolent l'espace aérien otanien, avec des menaces sur les intégrités territoriales des différents pays, etc., etc. Ça fait quand même beaucoup de choses. Le pétrolier là qui est accosté sur les côtes justement françaises, ça fait beaucoup. Là, ça fait à un moment donné, on se dit mais attendez, quand on a mis autant de poudre côte à côte, quelle étincelle va être suffisamment, j'allais dire chaude, suffisamment brûlante pour qu'en plus ça fasse, vous voyez, ce qu'on appelle, vous savez, la réaction en chaîne. Le moment où ça y est, il y a tout qui s'embrase. C'est l'interrogation. Je vais te répondre, Hassan. Est-ce que tu as le taux de statistique des prochains mineurs qui vont devenir majeurs prochainement en 2027? Parce que eux aussi, attention, faut pas négliger. Dans toutes les sociétés où il y a eu des désastres, où il y a eu des changements politiques, ce sont les jeunes qui ont vraiment fait les choses, et pas spécialement les anciens. Donc c'est pour ça qu'on parlait du mouvement Gen Z. Ah oui, aussi, il y a une statistique qui est très intéressante, c'est qu'on dit que d'ici 10 ans, il va y avoir un transfert de richesse, parce qu'en fait, il y a beaucoup de vieux qui vont mourir, et des vieux appartenant d'ailleurs à la classe haute de cette société française, donc des gens très très dotés, qui vont pouvoir donc faire hériter de leur fortune à des gens qui aujourd'hui sont plutôt appartenant à la classe moyenne. Il y a un transfert de fortune à des masses de Français qui en réalité vont être des nouveaux riches qui ne sauront pas trop quoi faire. Donc ça rebat les cartes d'une certaine élite et de la façon dont cet argent qui sera donc aux mains d'autres j'allais dire d'une autre culture française, que vont-ils faire de cet argent? Et ça, c'est pas rien, c'est très important, ça. Et ça rebat des cartes et ça remet en question beaucoup de choses. Adam, vas-y, on t'écoute, monsieur Adam Gauchiste. Oui, bonjour à tous, les amis. Donc, moi, déjà, un petit message personnel pour Abdel. J'ai parlé à Mélenchon jeudi, je lui ai parlé de ton cas. Et s'il arrive au pouvoir, 3 mois, tu vas rentrer, hein, y a pas photo. Je lui ai expliqué exactement ton cas, il m'a dit c'est inadmissible, si j'arrive au pouvoir, il rentre Abdel. Donc s'il arrive, autant je te jure, Abdel va rentrer. Attends Tariq, Abdel, je te jure, t'as plus de chance de faire un souhait au Père Noël pour que tu reviennes. Non, il faut pas dire ça. Il faut pas dire ça, Monkey. C'est la bourgeoisie médiatique, ça, qui nous fait penser ça. Tu sais, la dernière fois, les sondages, ils disaient que Mélenchon, il allait faire 2 fois moins que ce qu'il a fait. Donc, il faut pas écouter les sondages. Je pense que les Français, ils savent que celui qui est du côté des classes populaires et ouvrières, c'est Mélenchon et non pas Marine Le Pen, qui, elle, est du côté de la bourgeoisie. Moi, j'en suis convaincu. Ça, c'est vrai. Ah, mais c'est vrai. Eh oui. Et ce qui se passe actuellement, je pense que c'est une bonne nouvelle parce que ça laisse justement la chance à LFI d'accéder au pouvoir.
Moi, j'en suis convaincu. Mais ça peut comment être accéder au une pouvoir opportunité. Par la dissolution, donc. Malheureusement, les médias de la finance, hein, BFM, LCI, CNews. Non, mais dis-nous les solutions, les constats, on les connaît. Ah non. Oui. Dis-nous les solutions, s'il te plaît. Donc, arriver au pouvoir comment? Donc, par une dissolution. Une dissolution ou une démission du président de la République. D'accord, démission de président de la République. Oui. Je pense qu'on peut exclure cette option de la démission. Mais donc, ça serait plus la dissolution. Forcément, après cette dissolution, quand on regarde la dernière fois aux élections, c'est la gauche qui aurait dû être au pouvoir. Attendez, il n'a pas fini. Attendez, laissez-le finir. Laissez-le finir totalement, s'il vous plaît. Bon, force est de constater que les bourgeois, la bourgeoisie médiatique, c'est-à-dire LCI, CNews, BFM, ils ont choisi leur camp. Ils ont choisi leur camp. C'est Marine Le Pen, c'est le Rassemblement national, hein, parce qu'on tape sur LFI du matin au soir. On tape sur eux en disant qu'ils sont antisémites, qu'ils sont contre les Français. Et moi, je pense qu'il faut pas tomber dans le panneau. Il faut pas écouter ces gens-là parce qu'ils sont en train de façonner l'opinion à leur façon. Parce que les Français, les Français des classes populaires, ils vont tomber de haut quand Marine Le Pen va accéder au pouvoir. Enfin, si elle accède au pouvoir, ils vont tomber de haut parce que ce parti-là a toujours été du côté de la bourgeoisie. On le voit avec la première mesure qu'ils ont voulu, c'est-à-dire la baisse de la TVA. Adam, j'ai une question. Oui. Parce que, à t'écouter, toi, ce que tu voudrais, ton souhait, ce serait donc que les filles entrent au pouvoir. Sauf que ce qui est plus probable, malheureusement, c'est que ce soit plus le Rassemblement national qui arrive au pouvoir. Donc, comment se fait-il, alors que j'allais dire presque toutes les conditions... Ouais, sur le papier. Alors que toutes les conditions sont réunies pour normalement donner de la force à un pouvoir de gauche. Un parti de gauche, je veux dire la crise sociale, le chômage, la pauvreté, les questions, tu sais, de réindustrialisation, d'écologie, la question même plus sociétale, de la liberté, de l'égalité, de toutes ces choses, l'accès au logement, la lutte contre les discriminations. Normalement, tout ça sont des terrains, des terrains de gauche. Normalement, la gauche là, elle devrait être puissante. Comment ça se fait alors qu'elle a toutes les conditions qui sont réunies pour pouvoir réussir à se faire entendre, parce qu'elle pose des réponses à toutes ces questions? Comment se fait-il qu'elle est si basse? Ben c'est la force des médias, malheureusement. Monkey, c'est la force des médias. Ils ont cette force de façonner l'opinion à leur guise. Quand on parle des faits divers qui concernent uniquement des gens d'origine immigrée, ben forcément les gens ils ont l'impression que la délinquance c'est uniquement le fait des gens d'origine immigrée, alors que c'est pas du tout le cas. Moi j'ai assisté à une agression raciste il y a quelques semaines, 2 semaines au parc de Javel à Paris. C'était un policier, un haut fonctionnaire de police qui a agressé une personne asiatique. J'ai appelé la police, ils sont allés chez lui, ils l'ont interpellé. Et après, je suis allé voir la personne agressée. Il m'a dit qu'ils l'ont dissuadé de porter plainte. Pourquoi? Parce que, justement, c'était un haut fonctionnaire de police. Tu vois, des faits divers comme ça qui sont mis sous le tapis, ça laisse penser aux Français que quand il y a des faits divers, c'est uniquement des gens d'origine immigrée. Et moi, je veux que les gens, ils tombent pas dans le panneau de la manipulation. Alors, attends. Non, attends 2 secondes. Attends. Je vais faire monter une Palestinienne. Là, les 197 quêtes là, s'il vous plaît. Qu'on fasse pas monter des gens pour qu'ils aient 200 pièces, c'est pas possible. Surtout quand on a des Palestiniens. On a réussi à faire monter une dame tout à l'heure, on s'était fixé un objectif de 5000, on les a atteints, et c'est très bien. Et Monkey, je trouve que les filles... Attends, un dernier mot. Mais je te laisse la parole, mais laisse-moi dire ça. Tu peux pas me faire parler de politique avant la cause d'une Palestinienne qui souffre, frérot. Tout à fait. Donc, je vais faire monter une Palestinienne, s'il vous plaît, de grâce, les 190 quêtes là. Je sais qu'on vous sollicite beaucoup, mais essayons encore, s'il vous plaît. C'est la dernière que je ferai monter les Palestiniens. Je peux pas faire monter tous ceux qui demandent. C'est impossible. C'est impossible. Et c'est vrai que quand je vois des femmes, je suis désolé, c'est pas contre les hommes, mais les hommes, je sais qu'ils sont très présents sur TikTok et ils savent aller de live en live et ils savent, voilà, je fais monter les femmes parce que je sais que c'est beaucoup plus dur pour elles. Donc je fais monter, s'il vous plaît, donnez-lui ce que vous pouvez. Et si on arrive à monter très haut, c'est bien. Très haut, quand je dis très haut, j'ai dit 5000, mais c'est bien 2000, c'est bien 3000, qu'on soit pas, si on dit 200, moi je peux pas faire ça. Donc s'il vous plaît, à la sœur qui est en bas, n'hésitez pas à donner. Merci beaucoup, ça commence, merci beaucoup pour elle. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, vas-y, Adam, vas-y. Oui, je trouve si t'as des cadeaux, Adam, tu donnes, hein. Oui, bien sûr, pas de souci. Oui, je trouve que LFI, ils ont le plus gros handicap qu'ils ont, c'est qu'une partie des musulmans, contrairement à ce qu'on pourrait croire, est contre LFI, parce que LFI, c'est pro-LGBT, c'est pro-féministe, c'est pro tout ça, et c'est des valeurs qui vont à l'encontre de l'islam. Et moi, je voudrais dire aux musulmans fervents qui ne tombent pas dans le panneau. LFI, ce sont des gens qui vont vraiment changer la vie des Français, qu'ils soient religieux, athées, ou quoi que ce soit. Donc,
je demande à tous les musulmans de croire en LFI parce que quand LFI accédera au pouvoir avec Mélenchon, vraiment la vie des Français va changer. Et les gens des classes populaires qui pensent que le Rassemblement national va changer leur vie, ils vont tomber de très haut. Le Rassemblement national a toujours été du côté de la bourgeoisie. Une mesure phare qui était la baisse de la TVA, ils sont revenus dessus. Ça en dit long sur l'avenir. Donc, s'il vous plaît, Français, réfléchissez un peu. Si vous voulez que votre vie change, si vous voulez pouvoir remplir le frigo, payer les factures, il n'y a que LFI. Il n'y a que LFI qui pourra changer ça. Ok, c'est très bien. Bah écoute, c'est bon. J'espère qu'ils vont te récompenser, les filles. Hein, non, mais je suis pas dans le parti, moi. Moi, je suis freelance. Ah, t'es pas dans le parti? Non, je suis pas dans le parti, je suis freelance, mais je les côtoie. T'arrives à parler avec Mélenchon et t'es freelance. Oui. Okay. Bon, mais Mélenchon, personnellement, c'est un peu un leader Maximo, t'as vu, c'est Fidel Castro, j'aime pas trop. Mais, voilà, c'est la vérité, hein. Mélenchon, quand il est là, tout le monde tremble autour, hein. Moi, je le vois. C'est abusé, c'est abusé. Mais c'est vrai, Mélenchon, il est trop c'est abusé, ça. Tu vois, rien que ça me dégoûte, tu vois. Rien que ça me dégoûte. C'est un moindre mal. Moi, le jour où je vais le croiser, je vais lui parler normal, frère. Entre la peste et le choléra, il faut faire son choix. Non, non, il part, Mélenchon part et il laisse la place à Guiraud, à Vanier, à Porte. Ouais, c'est vrai, mais la soif de pouvoir, malheureusement, voilà, donc pas mieux que les autres, quoi. Ça sera un premier pas. Ça sera un premier pas. Il peut accéder au pouvoir. La vie des Français commence à changer. Ensuite, il laisse sa place. Il a un certain âge, donc il va pas rester au pouvoir ad vitam aeternam. Hein. Alors, attendez, je vais faire monter. Hassan, je voudrais poser une question à Adam. Oui. Ne penses-tu pas, Adam, que les amis, attends, laisse-moi rappeler une chose, vite fait, Tabak, s'il vous plaît, regardez, 2500. On a la moitié du trajet à faire. Merci Yassine. Wallah, barakallahu fik les Yassine. Barakallahu fik, je vois depuis tout à l'heure, tu donnes. J'ai vu un Karim, Abdel et tout. Wallah, merci beaucoup pour elle. Je vous sursollicite, je le sais, hein. Et faut que ce soit, voilà. Merci beaucoup pour ce que Tarbak, barakallahu fik. Allez, on essaie d'atteindre les 3000, les 4000, les 5000. Et voilà. Et après, moi, je ne ferai plus monter de Païsiens parce que je vous sollicite beaucoup trop. Et à un moment donné, il faut que ce soit cohérent pour tout le monde. Il faut pas qu'on soit dans l'excès, il faut qu'on soit dans les choses possibles pour chacun. Pour répondre il y a assez de live. Attends, il y a assez de live de gens sensibles à la cause palestinienne pour que normalement on se partage la tâche avec nos communautés respectives. Et de partager les efforts. À un moment donné, il faut être vraiment dans une forme de répartition des efforts les uns les autres. De soi, c'est réciproque. Si tu as 5 minutes après, parce que c'est hors sujet, mais c'est sur la cause palestinienne, tu nous diras ce que ça a donné hier. Mais qu'est-ce qui a donné quoi hier? Sur leur plan, là, sur le plan, que c'est bon, ils sont mis d'accord, que c'est oui, il y a des choses à dire. On pourra en parler, faire un petit point. Ouais, Inch'Allah, tu as un petit point sur la Palestine, c'est très très bien. Vas-y Tariq, on écoute. Donc ma question, elle est à Adam. Oui. Adam, ne penses-tu pas que la victoire, ou du moins l'arrivée au pouvoir de la LFI, n'est pas dans les prérogatives de Macron, quelque part, d'une certaine manière? C'est-à-dire qu'il souhaite ça? Bien sûr, depuis le début, j'en suis certain. Mais pour quel... je vois pas pourquoi il voudrait ça. Pour qu'il y ait un certain consensus. Ce consensus, il peut être de tous les domaines, commercial, juridique, dans tous les domaines. Mais non, je pense pas parce que LFI, ils vont à l'encontre des intérêts de la finance. Et Macron, tu sais que il vient des banques à la base, donc il a permis aux ultra riches de s'enrichir comme pas possible ces 15 dernières années. Et ça continue. Donc LFI, je pense qu'ils vont dans les intérêts des classes populaires, ouvrières et classes moyennes, mais pas du tout dans les intérêts de la finance. C'est plutôt le Rassemblement national. Le seul truc que je trouve dommage avec le seul truc que je trouve dommage avec, alors c'est pas tous, il y en a certains qui sont un peu différents, mais le seul truc que je trouve dommage chez les sympathisants de LFI, quand ils prennent la parole dans les lives, merci beaucoup pour les cadeaux. On continue, ça fait plaisir, vraiment continuer. C'est vraiment une belle œuvre que vous faites ici. C'est que vous êtes dans une forme d'encouragement à voter pour eux, mais on vous entend rarement, et c'est exactement ce que je reproche moi au RN. C'est-à-dire que sur les questions des idées, vous entendez, à part dire, faudrait voter pour eux parce que c'est les plus sympas, ou pour le RN, faudrait voter pour eux parce que faudrait remettre la France au centre, etc. Tout ça, on nous dit pas, comment on le fait? Comment on le fait? Quand on sait le niveau d'endettement, quand on sait l'activité économique du pays moribonde, quand on sait l'euro, quand on sait la compétition internationale, quand on sait la désindustrialisation, le dépeçage, quand on sait tout ça,
quand on sait qu'on veut pas que les Français veulent pas payer d'impôts, quand on sait que les Français veulent pas qu'on touche à leur épargne, quand on sait que chacun défend son précaré et ne pense qu'à soi, moi je me demande où est-ce que vous trouvez à Mais on partir va de prendre quelle aux riches, France tout simplement, Monkey. Ah, voilà, on va prendre aux Ben riches. oui. Ouais, je veux dire, c'est une Mais les solution. riches, les 500 fortunes françaises, elles sont passées de 200 milliards à 1400 milliards en 15 ans. Donc on leur prend à eux, tout simplement. Le programme, Hassan, N'oubliez pas la sœur, n'oubliez pas la sœur, les amis. Attendez, vous voulez pas qu'on écoute Pépito, les gars? Boogie, viens, on écoute Pépito, il a pas parlé. Bonjour, On écoute Pépito et après. Vous allez bien? N'oubliez pas la sœur. Très bien, le Khoya, très bien. N'oubliez pas, s'il vous plaît. Si on arrive à 5000, c'est top, les gars. 5000 pour elle, ce serait magnifique. Vraiment. Vas-y, Khoya, Pépito. Ben, en tout cas, merci de m'avoir fait monter. J'ai écouté, attentivement ce que disait Adam, etc. Personnellement, alors voilà, vous avez tous effectivement vos avis respectifs, etc. Je trouve que là, la grosse claque que le gouvernement font depuis quelques mois au niveau du changement. Oh là là, magnifique Tarbag. Merci pour elle. Wallah, t'as un amour Tarbag. Du coup, Merci je disais pour au niveau du changement politique à chaque fois et de l'organisation politique, je pense que ça, normalement, je trouve que c'est censé être un élément déclencheur pour que le peuple français réagisse, je parle entre guillemets, comprenne que c'est du grand n'importe quoi. Je développe. Nous, actuellement, on est quand même un pays qui est censé être compétitif. Ça, voilà, compétitif, voilà, à l'international, au national, enfin bref, voilà. Aujourd'hui, on a une dette colossale. J'ai du mal, franchement, à l'heure actuelle, j'ai du mal à me projeter avec un gouvernement pareil pour rembourser toute la dette. Je ne sais pas par quelle baguette magique, parce que là, maintenant, la dette, elle est là, on a creusé le fossé. Et on le creuse encore tous les jours. Hein. C'est tous les jours depuis même. On parle du Covid, mais c'était bien avant le Covid. C'est 5000 €, c'est 5000 € toutes les secondes. Bah voilà. Et si ce n'est plus, parce qu'en fait, ça dépend. Oui, les taux d'intérêt. Il y a aussi la confiance. Il y a aussi la confiance. Il y a aussi la confiance au niveau des. Comment on appelle ça? Ouais, des ménages et des entreprises non, même en fait, si tu veux, tu peux. La confiance des marchés. Voilà, au niveau des obligations, des achats, des obligations d'État, la confiance des marchés. Là, concrètement, on s'est encore pris une claque. Enfin, on est la risée au niveau international parce que là, franchement, ça met un gros coup au niveau. Là, j'ai pas encore regardé la bourse, mais là, je pense que ça a perdu 1,36 à l'annonce de un truc comme ça, 1, et quelques à l'annonce à l'annonce de la démission de Le Cornu. Mais du coup, ça, on va pas dire que c'est quelque chose de léger, c'est quelque chose d'assez conséquent. Après, je reviens juste par rapport à ce que disait Adam. Moi, personnellement, wow. je vais juste vous donner un petit exemple. Yacine. Je vais juste vous donner un petit exemple concernant moi le rôle que la France a dans l'Union européenne. Pour moi, je pense qu'on n'est plus. L'Union européenne, c'était bien, c'était une bonne valse, on va dire une belle danse depuis un moment. Mais aujourd'hui, je pense que c'est après tout ce que tu viens de dire, tu vas nous dire l'Europe c'est pas la solution. Tu vas nous dire faut ramener ça à l'échelle nationale, c'est ça? Je te donne un exemple. Non, je te donne un exemple. Techniquement, je suis pas pour le freestyle, mais je dis juste qu'en fait nous l'Europe, ça sert à rien. Bref, après c'est mon avis personnel, mais après c'est trop compliqué de rentrer dans les détails. Mais je vais m'expliquer. Mais nous on va t'écouter, Khoya. Techniquement, il y a quelques jours, je pense que vous avez vu l'intervention de Monsieur Dassault pour la coopération d'un certain avion, d'accord? Donc alors attends, dis tout, attends, parce que les gens, moi ici ce live, on informe un peu. D'accord. Donc vous savez qu'il y a une bagarre entre la France et l'Allemagne. Non, c'est pas la France, c'est Dassault, d'abord. Oui, mais ça c'est au niveau, c'est au niveau des États, c'est de la commande publique. C'est pour doter les armées, les défenses de ce projet qui s'appelle le SCAF. Le SCAF, c'est le fameux SCAF. C'est quoi déjà? C'est un avion de sixième génération. De combat. Alors non, le SCAF, voilà ça. SCAF, c'est système de combat aérien du futur. Et Dassault se sent tout à fait capable de tout faire tout seul. Et les Allemands, ils disent, attends, s'il y a ce projet, ça on le fait ensemble ou pas? Et sauf que Dassault lui dit, mais non, vas-y, viens, on fait tout seul. Et les Allemands disent, ah ouais, d'accord, vous voulez le faire tout seul. Et ben, nous, les Allemands, on va aussi faire un projet analogue, en s'associant d'ailleurs avec d'autres pays à côté. En fait, c'est pas ça, parce qu'en plus, je suis dans le domaine un petit peu, enfin, je suis, bref. Vas-y, on t'écoute. Ah, parce qu'il y avait quelqu'un qui parlait, du coup. Hassan. Oui, Khoya, oui.
Écoute, là, ça serait bien qu'on la fasse descendre parce qu'il y a eu juste avant, on l'a fait descendre à 5 000. Et à la rigueur, s'il y a des gens qui veulent donner, ou tu fais monter quelque chose. Ok. Mais qui je fais monter alors, Abdel? Vas-y, je te laisse décider, Abdel. Moi, je connais pas et vous savez, je sais plus quoi croire, je sais plus qui croire. Donc, la sœur, elle est descendue. Bon, après, moi, je suis, voilà. C'est Abdel qui décide, hein, les gars. Moi, je laisse Abdel faire. Vas-y, Roya Pépite. Désolé. Ouais. J'ai pas la moto, Hassan. Comment t'as pas la modo? Oh, attends, je te mets modérateur, attends. Vas-y, on t'écoute. Ah bah si, t'as la modo. Oh là là. Attends. Ouais. Non, vas-y, on t'écoute, on t'écoute. Oui, du coup, je reprends. Du coup, par rapport, en fait, effectivement, ce projet-là, c'est pas du tout. En fait, si vous voulez, en fait, c'est que il y avait une collaboration qui devait se faire avec les différents partenaires pour la création de cet avion de 6e génération. Le problème, c'est qu'en fait, Dassault, le seul souhait en fait que voulait Dassault, c'était juste entre guillemets ne pas faire l'avion tout seul. C'était juste entre guillemets coordonner, c'est-à-dire piloter le projet. C'est pas on va faire le projet tout seul de notre coin. Non, c'était on pilote le projet par rapport à l'expérience et le retour d'expérience qu'ils ont sur ces projets-là. Et là, l'Allemagne. Et il faut bien savoir, moi, ce qui me choque en 2025, c'est qu'il faut bien savoir une chose, c'est que l'Allemagne, c'est pas nos amis. C'est pas nos amis du tout. C'est des compétiteurs. S'ils peuvent écraser l'Allemagne, et ça, on l'a vu dans de nombreux cas, dans de nombreux dossiers. Bien sûr. Mais en fait, les gens ne comprennent pas qu'en fait, l'Allemagne ne voit que pour son pays. Ils sont très, très nationalistes. Alors, je te cite, attends, Pepito. Pourquoi j'insiste pour te dire qu'ils voulaient le faire seul? Moi, je te le dis pas par hasard, hein. Mais après, juste, toi, t'es à l'intérieur. Toi, t'es à l'intérieur, tu sais mieux. Mais juste si tu as vu parce du que... combat européen. Attends. Oui, mais tu vas terminer tout de suite. Mais juste une précision. Tu rebondis, regarde. Donc ça, c'est dans le journal, c'est dans la presse, hein. Futur avion de combat européen SCAF. Dassault assure pouvoir faire tout seul. Je te dis pourquoi je te dis qu'à un moment donné, Dassault a dit qu'il pouvait le faire tout seul. C'est précisément parce que quand il demandait à piloter, même ça, les Allemands voulaient pas. Oui, voilà. Même ça, les Allemands voulaient pas. Et donc, quand ils ont vu que les Allemands voulaient pas, même pour le pilotage, à un moment donné, il y a une fierté du côté Dassault en disant, écoutez, en vrai, nous, on peut le faire tout seul. Et pour le coup, je suis pas très enfin, je suis bien, le personnage, je veux dire, la famille Dassault, etc. Enfin, je veux dire, c'est les personnages en eux-mêmes, je veux dire, l'être humain, je les porte pas forcément dans mon cœur. Enfin, voilà, ils ont leur passé, etc. Enfin, voilà. Mais pour le coup, pour l'image de la France, ils ont mis quand même une bonne claque et même parce qu'ils sont quand même passés lors d'une commission. Et je comprends même pas pourquoi en fait ils passent devant une commission alors qu'ils sont dans leurs droits et ils ont l'expérience pour. Non, attends, Roya Pepito. Mais juste termine en fait, je vais juste dire la chose en fait une phrase que disait ce monsieur-là, c'est qu'en fait il expliquait que en fait c'est pas forcément en fait c'est le Bundestag qui est derrière eux. En fait ce qu'ils veulent c'est pas forcément que on fasse un avion de chasse. En fait, il l'a très bien dit. Il a dit c'est pas le fait qu'on va faire un avion de chasse. Eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est qu'en fait leurs partenaires, leurs ouvriers et leurs entités allemandes fonctionnent et tournent. Après tout le reste, l'avion il se fait ou il se fait pas. Nous, on aura en fait du travail de notre côté. En fait, c'est ça qu'il voulait faire remonter et qu'il l'a très bien dit lors de cette commission-là. Mais bon, bref. Juste pour terminer, encore une fois, je ne sais pas en fait si LFI, je reviens par rapport à la politique LFI. Je ne sais pas en fait. Donnez à Omnour, les gars, s'il vous plaît. Pour ceux qui ont, on était monté très haut pour la sœur. Bon, après Abdel, il a raison. Moi, je suis ses conseils. Là, il y a Omnour. Ce que vous pouvez donner, les amis, les frères, les sœurs en bas, donnez. Je sais que ça se renouvelle. Il y a ceux qui partent, il y a ceux qui reviennent, il y a des nouveaux qui arrivent. En tout cas, les nouveaux qui arrivent essentiellement, on va vous demander s'il vous plaît si vous pouvez aider la sœur Omnour. Ce sera extraordinaire. Malheureusement. Alors attends, vas-y, termine plutôt. Vas-y, c'était juste pour faire l'annonce, on n'a pas les signaux. Non mais du coup, juste pour terminer, de base, on est resté un petit peu longtemps sur le fait d'Assaut, mais c'était juste un petit exemple. Mais juste pour vous dire qu'effectivement, moi, l'Europe, je ne trouve pas en fait l'utilité de rester encore dans l'Europe. Après, voilà, ça reste quand même mon avis personnel et je pense que vous avez chacun votre avis. Mais pour moi, je ne trouve vraiment pas l'utilité. Après, en ce qui concerne de la partie vraiment purement politique, LFI, qu'est-ce qu'elle pourra apporter avec tous les handicaps qu'on a aujourd'hui? C'est très très compliqué. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on aurait dû sauver le bateau depuis il y a quelques années maintenant. Il y a facilement 10 ans. Parce qu'en termes de perte de compétitivité, en perte de droits les droits sociaux entre guillemets dans la société, c'est quelque chose de fondamental. Et là,
on les a quand même, on les perd de jour en jour. On a vu le Covid, on a vu aujourd'hui l'état des hôpitaux, l'état de service même des policiers. Enfin, je veux dire des forces de l'ordre. Faut pas croire, hein, c'est pas tout bleu, tout rose dans ces comment dire ces métiers de fonction publique. Et ça, faut pas l'oublier, d'accord? On voit toujours le mauvais côté, le mauvais côté, mais on voit pas effectivement les difficultés qu'on peut avoir. Et ça, je pense que là actuellement, quand bien même on repart dans un gouvernement, on va dire LFI, tout ce que vous voudrez, c'est vrai qu'il y en a des pires que d'autres, mais ça va être très très compliqué. Ça va être très très compliqué, et je pense que la 5e République c'est bien, mais elle tiendra pas trop. Et là, franchement, là je ne sais vraiment pas. Là, j'ai aucune visibilité. Déjà, on en avait plus depuis un moment. Là, je n'ai vraiment plus aucune visibilité sur la projection que le gouvernement voudra faire, ou même la projection à long terme en termes de perspectives économiques et de développement du pays. Voilà. Très bien, très très bien. Alors c'est très intéressant, Pépito. Moi j'aime bien parce que je salue chez toi ton intérêt pour ces sujets. C'est très rare. Tu es de quelle origine, Pépito, si c'est pas indiscret? Moi, je suis d'origine marocaine et marocaine, machallah, barakallah. C'est très bien. Continue comme ça. Moi, j'aime beaucoup la politique, mais c'est même pas une question de. Si je peux me permettre, Pépito, t'as fait un petit Attends, tu peux pas te permettre. Laisse-le. Tu peux pas te permettre. Attends. Écoute, laisse-moi faire ma part. Moi, tu croyais que les sujets sont des prétextes pour moi. Là, il y a une mentalité qu'on essaie de faire évoluer, et Pépito, moi, je salue ce travail. Les caisses sont pleines. Attends, à gauche. Attends, subhanallah, c'est pas le sujet, je t'ai dit, c'est pas. Écoute, je salue l'effort d'un jeune, plus ou moins jeune en tout cas, qui s'intéresse à des sujets, vous voyez, plus, qui sont ceux nos pays, en tout cas notre Maroc, notre Algérie, notre Tunisie, notre Afrique doivent absolument se saisir. Absolument, il faut qu'on aille, de toute façon à terme, on va retourner dans nos pays, et il faut qu'on serve notre pays dans ce sens-là. Et il faut absolument je veux dire, nos pays d'origine n'ont absolument pas besoin de bavards de TikTok. Ah, purée. C'est pas pour la rémigration. Attends, s'il te plaît, Adam. Comme moi, pour ce qui me concerne, je ne compte pas finir ma vie en France. Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr. Mais en tout cas, juste un truc, Adam. Moi, ce qui est important, c'est que nos pays d'origine n'ont pas besoin de bavards et de gens qui, je sais pas moi, parlent pour en plus parler, pour en plus créer des divisions encore plus, et bref, du zéro, quoi. En revanche, qu'on puisse, là, d'un seul coup, nous augmenter nos capacités intellectuelles et même techniques. C'est-à-dire que moi, j'aime bien quand les gens ils essayent, quand ils prennent des petits bouts de bois, ils prennent des petits bouts de ferraille. Vous voyez, Abdel, comment il a monté sa cabane, sa caravane. Il essaye, il perce, il met, il essaye, voilà, tiens, ça monte, tiens, cette structure, elle est meilleure que celle-là. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. Il rêve de rentrer en France quand même, ne fais pas croire qu'il il a le droit, il a le droit, non, mais il a le droit, voilà, de rentrer en France. quand je discute avec les mecs de Barbès, ils ont fui l'Algérie et le Maroc. D'accord, non, mais revenons pas sur ce débat. Non, oui, mais c'est la réalité, mon kiff. Tu verras, dans gauchiste. Il faut croire que l'herbe est plus verte ailleurs quand même. Hein. Non, mais l'herbe, si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, il y a de l'herbe aussi ailleurs, au moins. Tant qu'il y a de l'herbe, c'est bon, pour prendre l'expression. Premièrement, deuxièmement. Voilà. Et puis attends, deuxièmement, c'est pas ça. C'est que là, les gens font tous les malins avec la France, parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose, encore un semblant de quelque chose qui tient grâce à la dette. Faut le dire ce qui est, hein. C'est grâce à la dette qu'il y a tout ce qui tient là. Il y a une remise en question du modèle social français par des comptes publics qui ne tiennent plus. En tout cas, selon ce modèle-là. Donc, et puis, il y a peut-être la guerre très bientôt. Donc quand tout ça sera bombardé, comme ce que la France a déjà connu dans son histoire, le Maroc que tu sembles dénigrer comme tu le fais, Adam, ou l'Algérie, ou l'Afrique, t'as le droit de dire ça. Mais quand toi, tu voudras fuir dans ces pays, n'oublie jamais ton discours, Adam. Je te le dis, n'oublie jamais. J'espère que tu resteras même dans les ruines, et que quand tout est pour tout, de nourriture et d'eau, tu n'as que des restes calcinés par les flammes et les petites gouttes d'eau qui arrivent comme ça s'écouler dans les restes des ruines, tu sais qui constituera ton environnement. Monkey, j'ai discuté avec le général Paloma il y a 3 jours. Il m'a dit que la guerre c'est des foutaises. Il n'y aura pas de guerre. C'est le commandant en chef de l'OTAN. Je lui ai parlé il y a 3 jours. Je lui ai dit pourquoi on nous fait peur dans les médias. Mais comment t'as parlé directement à lui? Non, il n'y aura pas de guerre. Attends, il ne faut pas écouter les médias.
Attends, Tariq, comment il s'appelle? Attends, toi, tu sembles avoir beaucoup de connexions. Fais-nous en profiter. Plutôt que de faire le relais de ces gens, ramène-nous Mélenchon, ramène-nous le commandant de l'OTAN. Arrête de me faire ton blabla, j'ai parlé. De les faire venir. Non, parce que moi, j'habite pas très loin des studios télé, en fait. Et souvent, je croise des gens là. Et là, j'ai croisé le général en chef de l'OTAN. Ouais, le général en chef de l'OTAN. Je lui ai posé, je t'assure, Radim, je lui ai posé la question, est-ce qu'il va y avoir la guerre? Il me dit, mais non, n'écoutez pas les médias. Je dis, ben pourquoi ils nous font ça? Pourquoi ils nous font croire ça? Je ne crois pas non plus qu'il y aura la guerre, mais je crois qu'il y aura suffisamment de troubles, de perturbations générales pour que des gens se sentent en insécurité et préfèrent peut-être pendant un temps retourner au pays. Ouais, mais c'est bon. L'insécurité, tu sais, c'est un sentiment qui varie en fonction des Après, époques. Malheureusement, à chaque fois qu'il y a des crises économiques, on sait qui c'est qui trinque, hein. C'est toujours les minorités. C'est comme ça. T'en fais partie, de ces minorités, monsieur. Oui, je sais, bien sûr. Mais je combats pour aller à l'encontre. Regarde comment aujourd'hui, même Ben le Patriote, c'est que LFI vient au pouvoir. Même Ben le Patriote se fait critiquer, pourtant Dieu sait qu'il a servi, que son discours a servi plutôt quand même le camp, on va dire des nationalistes, des patriotes. C'est vrai. Et pourtant maintenant, moi en tout cas j'ai entendu, je peux scroller, parfois ça m'arrive de scroller dans les lives, et j'ai entendu des gens complètement l'insulter, le dénigrer, et le rejeter, Il y a des gens foncièrement racistes. Tu te dis, ça, Ben le Patriote. Mais dans un climat de violence généralisée, ceux qui gagnent, c'est les plus violents. Dans un climat où la violence il y a un truc que t'as pas compris, Adam, il y a un truc que t'as pas compris. Les véritables patriotes français, les véritables nationalistes français, ils n'aiment pas ceux qui trahissent les siens. Et ça, je peux le comprendre. Je suis d'accord avec toi, mon frère. Abdel, je te laisse gérer les Palestiniens, parce que moi, tu sais, en plus, il y a toujours des commentaires qui viennent te dire, ah, mais peut-être pas. S'il te plaît, Khoya, soit on n'en met pas, ça y est, parce qu'on a fait notre effort. Pour revenir à la guerre. Tu m'entends parler avec Abdel? Mais tu vas me couper. Attends, Khoya, Tariq, 2 secondes. Pardon, laisse-moi juste dire Abdel. Non, il n'y a pas de problème. Laisse-moi juste dire Abdel. Ah, il est parti en plus. Bah, vas-y, Tariq, vas-y. Donc, pour revenir à l'aspect d'une guerre à venir, elle se saute comment? Elle se fait comment? Par un effondrement économique qui n'est pas à venir, qui a déjà commencé, dont la fin va être catastrophique, et nous le savons pertinemment. Voilà ce qu'est la guerre qui arrive. Voilà la forme de guerre que nous allons vivre. Donc, un effondrement économique catastrophique qui va avoir un impact sur les populations et non pas sur leurs gouvernants. Leurs gouvernants ils ont déjà leur refuge, ils ont leur lieu justement pour pouvoir s'épargner ce désagrément-là. Voilà, j'ai terminé. Ouais, ok. Quelqu'un veut réagir à ça? Oh là là, j'ai plein de Palestiniens qui me demandent à monter, moi ça me fait tellement de peine quand je vois ça en bas. Je voulais juste terminer parce qu'après je vais redescendre, mais en tout cas je te remercie en tout cas de m'avoir fait monter, c'était en tout cas intéressant je t'en prie, Khoya, n'hésite pas à revenir. Bah c'est gentil, merci parce que je te voyais déjà, en scrollant de temps en temps sur TikTok, mais j'ai eu l'occasion. Merci beaucoup. Mais en tout cas, je vais juste terminer effectivement pour venir à ce que tu disais tout à l'heure. Oui, effectivement, c'est intéressant c'est hyper important de s'intéresser à la politique et de ne pas se faire avoir parce que oui, effectivement, allumer la télé, écouter ce que peut dire certains médias, etc. C'est très 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 facile. Mais chercher l'information, chercher comprendre dans quel le pourquoi du comment on est dans cette situation, etc. C'est très compliqué et j'en vois rarement, même autour de moi, se poser les bonnes questions et avoir un aspect critique, le sens critique. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société où on va beaucoup trop à la facilité. Après, je dis pas c'est une généralité, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on va très vite à la facilité, alors que voilà il y a plein de moyens aujourd'hui de s'informer, d'être au courant de ce qui se passe et d'être réellement au courant de ce qui s'est passé sur certains sujets. Mais bon, après il faut faire l'effort. Aujourd'hui les gens avec le travail, avec les complications sociétales, veut dire financier, économique, etc. C'est vrai que les gens ils ont besoin de se loger, de payer le loyer, de payer on va dire tout ce qui est énergie, etc. Enfin bref. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve ça dommage pour la France, parce que la France est quand même une grande nation. Dommage d'en arriver aujourd'hui dans cette situation-là. Après, je suis pas quelqu'un de défaitiste, j'ose espérer que ça se rétablisse à long terme. Mais c'est vrai que moi, personnellement, je suis pas marié, j'ai pas d'enfants, etc. Mais si j'ai du mal à me projeter dans cette société-là où
dans cette perspective d'évolution, voilà quoi. Mais bon, après voilà, ça reste que mon avis personnel. En tout cas, merci beaucoup. Non, mais c'est intéressant. Non, moi je voulais juste saluer et t'encourager à poursuivre dans cette voie-là. Alors déjà, oublie pas ton din, hein. C'est le principal. Moi, je me suis, voilà. Moi, je me positionne pas comme ça. Dans les réseaux, je sais que d'autres le font beaucoup mieux que moi. Je dis que la principale des principes, la priorité, c'est le din, c'est ton tawhid, c'est ton rapport à ton créateur, c'est ça, d'abord. Ça, on solidifie ça fort. Ensuite, en même temps, parce que c'est pas impossible, voilà, concentre-toi sur ces sujets-là. Alors, je dirais beaucoup plus que la politique. La politique, pour moi, c'est pas grand-chose, la politique, politicienne. Bon. Par contre, en revanche, les politiques industrielles, les politiques énergétiques, les politiques, d'éducation nationale, comment est-ce qu'on augmente le niveau, par exemple, en termes d'éducation d'un pays, d'une société, d'une ville, d'un village. Comment est-ce qu'on, voilà, et ben, la France a un savoir-faire, clairement. La France a une expertise en la matière, clairement. Et d'ailleurs, pas que la France, faut s'inspirer aussi du modèle anglo-saxon et d'autres modèles scandinaves, etc. Et même asiatiques, désormais. Eh bien, c'est de s'inspirer de tout ça, de se dire, attends, mais tout ça, moi, si un jour je retourne au Maroc, si un jour mon avenir se fait au Maroc, c'est comment est-ce que je peux contribuer au Maroc autrement que de la façon dont on fait croire qu'on s'occupe de ces pays sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, t'as plein de patriotes, hein, t'as que ça, hein. T'as les patriotes de la France et t'as les patriotes marocains, algériens, qui ne vont jamais, évidemment, faire le service militaire algérien ou marocain. Et si demain il y a la guerre, jamais ces gars-là ne composeront l'armée de ces pays. Jamais, 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 jamais. Je peux te le jurer sur tout ce que j'ai. Jamais de la vie. Mais pourtant, ils vont faire. En revanche, ce qu'on peut tous être, c'est quoi? C'est être en France actuellement, et puis se former, s'instruire, et pourquoi pas banquer un petit peu, épargner, et partir dans nos pays et effectivement construire nos pays, contribuer positivement à nos pays. Comment est-ce qu'on contribue positivement à nos pays? C'est on apporte du savoir-faire, on apporte de l'investissement et on apporte du savoir, on sait faire un peu et on amène ça. C'est ça, c'est comme ça, c'est de ça dont t'as besoin, dont ont besoin nos pays. Et je t'invite toi, Khoya Pepito, à te mettre dans cette démarche-là. C'est celle-là dont on a besoin. Bah, je te remercie et en tout cas. Le plus possible d'éviter les débats fitna. Notre pays, c'est la France, qui ne baisse pas les bras. Non, mais moi, je peux avoir plusieurs pays, hein, oui, mais le pays dans lequel t'as envie de t'enfermer dans un. Ouais, ben bon, moi, je considère que mon avenir, mon futur, aujourd'hui, il est en France, mais il est aussi au Maroc. J'aimerais bien, moi, à un moment donné, retourner dans mon pays. Quand je dis dans mon pays, c'est là où je suis né, quoi. C'est là où j'aimerais finir, c'est là où j'aimerais essayer quelque chose là-bas. J'aimerais contribuer positivement à quelque chose là-bas. Mais comment tu expliques qu'il y ait tant de gens qui font le chemin inverse? Bon, je descends en tout cas, merci beaucoup. On l'explique par les directives de l'Union européenne, tout simplement. On le sait pertinemment que l'Union européenne... Mais non, s'ils fuient leur pays d'origine, c'est qu'il y a un problème. Non, arrête de faire semblant de ne pas savoir. Excuse-moi, arrête de faire semblant de ne pas savoir. Je t'assure, viens à Barbès, tu vas halluciner. Pardon, excuse-moi. On sait très bien que l'Union européenne préconise, depuis au moins 10 ans, de faire venir 3 à 500 de leur pays. Je te parle non, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Pourquoi les vide-t-on de leur pays? Afin que leur économie ne soit pas montante. Car c'est des pays émergents, tout simplement. Tariq, continuez. J'arrive. Continuez, j'arrive. Je dois faire un truc là. Vite fait, je reviens. Voilà, continuez à donner à Al-Wassim, s'il vous plaît. Donnez à Al-Wassim, s'il vous plaît, de grâce, les gars. On fait monter Al-Wassim très haut, s'il vous plaît. Merci la voix source. Merci la voix tout le monde. Donnez et moi, j'arrive. Abdel, tu gères un petit peu Khoya. Oui, mon frère. Je te réponds, c'est des choix personnels. Il faut savoir que nos pays d'origine sont gangrénés par la corruption. Et c'est une oligarchie qui les dirige, donc, qui accapare toutes les richesses. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus d'espoir, que ce soit au Maroc, en Tunisie ou en Algérie, dans les 3 pays. C'est un prétexte trop facile, ça. Mais oui, non, mais c'est la réalité. Tu sais, quand on fuit son pays d'origine, c'est qu'il y a une raison. On part pas de son pays d'origine comme ça pour le fun. Donc moi, je pense que faire le chemin inverse, c'est suicidaire. Aujourd'hui, l'Algérie a meilleure santé que la France. Non, ça c'est encore du nationalisme, mon frère. Mais non, c'est pas vrai. Tu es de quelle origine? Moi, je suis algérien, je suis allé dans mon pays l'année dernière. L'année dernière, je suis allé enterrer mon père. Ça faisait 35 ans que j'ai pas mis les pieds. Et crois-moi, en 3 semaines, j'ai bien vu l'économie montante, fulgurante, impressionnante et stupéfiante. Oui, mais de la bourgeoisie, de la classe non, de tout le peuple. De la classe Je te prends mon cousin. J'ai pris mon petit cousin. Manifestation au Maroc, c'est pas pour rien. Écoute-moi bien. J'ai parlé avec mon petit cousin. Je lui ai dit, explique-moi pourquoi tu n'es plus intéressé à venir en France. Il m'a dit parce que mon patron me donne un salaire attractif.
Donc lui qui est vraiment d'une classe très modeste, voire pauvre, lui-même n'a plus envie de venir en France. Pourquoi? Parce que son patron, l'État lui donne les moyens de pouvoir donner un salaire attractif. Non, mais dans les faits, ça se passe pas comme ça. Tu sais, loin du corps, près du cœur. Toi, t'es loin de l'Algérie. C'est pour ça que t'as ce relent nationaliste. Mais moi, j'étais en vacances et j'ai vu la misère. Je l'ai vu de mes yeux. Et crois-moi, il y a un problème parce que ce sont des pays riches à la base. Non mais c'est bien le côté nationaliste, mais il faut avoir le courage de dire les choses quand il y a un problème. C'est pas normal qu'un pays si riche renferme une population si misérable. Après, les gars, à un moment donné, il faut que ce soit entendable ce que l'on dit. Et là, on parlait tous en même temps, on comprend rien. Donc, le débat, c'était est-ce que le débat en France, il est clôturé pour qu'on en arrive à parler maintenant de l'Algérie ou du Maroc? Moi, ça me convient, mais est-ce que vous avez clôturé le débat sur la France? Moi, je dis qu'on doit rester en France parce que notre place, elle est en France. On est imprégné de la culture française, Abdel. Toi, tu es imprégné de la culture française. Je pense qu'au Maroc, c'est un beau pays pour les vacances, mais ton rêve, c'est de rentrer en France. C'est normal. Tu vas voir tes enfants et tu vas retrouver ta culture d'origine, tout simplement. Adam, c'est un fait, ça. Mais de là à en venir, et le pire, c'est qu'on y vit tous en France. Donc, on peut pas se mentir. On peut pas se mentir à nous-mêmes, on peut pas mentir aux autres. Donc, dire qu'aujourd'hui, en France, tout est rose, tu mens. Aujourd'hui, la plupart des citoyens français vivent avec un SMIC, mais aujourd'hui, avec un SMIC, t'es pauvre. Donc arrête de dire que c'est mieux en France que ailleurs. C'est pas la même misère. Mais c'est pas la même misère. Hein. Mais j'ai l'impression. Après, moi, je te connais pas. Je pense que tu dois vivre dignement. Mais regarde autour de toi, les Français ne vivent pas dignement, et c'est une grande majorité des Français qui ne vivent pas dignement. Donc, en France, tu peux manger de la viande chaque semaine. Au Maghreb, les gens, ils mangent pas de viande chaque semaine. On est obligé de manger de la viande chaque semaine. J'étais en vacances Est-ce qu'on est obligé de manger de la viande chaque semaine? Les gens, ils m'ont dit, nous, on achète de la viande une fois tous les 3 mois. Parce que la viande, c'est trop cher. Donc, tu vois. La parole. On t'a entendu, Adem. On t'a entendu. La parole, s'il vous plaît. Tarek, ne parle pas en même temps que lui parce qu'on n'entend rien. C'est désagréable. Adem. Ok. Oui, je suis en train de distribuer la parole, les gars. Tout doucement, calmez. On a 22 DZ qui est monté. On va faire parler 22 DZ s'il veut bien prendre la parole. Bah, je voulais prendre la parole, Abdel, s'il te plaît. Ouais, attends, juste, il y a 22 DZ qui montent. Après, on va aller là-dedans. Ouais, bonjour à tous et à toutes. Merci Abdel de m'avoir donné la parole. En fait, moi, je suis monté vite fait pour réagir à un certain truc. Vite fait, comme disait le camarade juste avant. Aujourd'hui, en fait, la plupart des gens, en fait, sur les lives, parlent de l'Algérie, parlent du Maroc, parlent de je sais pas quoi. Mais il y a un truc qui me fait rigoler, c'est qu'on vit tous en France. Et on est en train de délaisser le pays qu'on appelle la France. Parce qu'en fait, on vit en France. Et aujourd'hui, il y a des choses graves qui se passent en France. Et on a le regard à l'extérieur. Notamment, on fait les mêmes conneries que notre cher président Emmanuel Macron. C'est-à-dire, le mec qui préside la France, et il a toujours le regard dans les autres pays. Toujours en train de chercher, en fait, à balayer dans les portes des autres. Mais aujourd'hui, les gars, je vous le jure, hein, on est vraiment dans la mouise, hein. Mais vraiment dans la muse, hein. À un point, vous pouvez même pas imaginer. Et la preuve, elle est bien là, c'est qu'on a un gouvernement c'est même plus un gouvernement, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure dans un commentaire, c'est une discothèque à ciel ouvert. Je veux dire, la porte, elle est ouverte à tout le monde. Tout le monde peut postuler, hein, pour moi aujourd'hui. Hein. Juste, il faut avoir le bon sens. Mais aujourd'hui, ça serait bien qu'on s'immobilise tous pour la France, hein. Peut-être il y en a qui seront pas contents, il y en a qui vont me dire mais qu'est-ce qu'il a lui, mais c'est une réalité. Moi je vous le dis honnêtement, je suis un Maghrébin. Exactement, je suis algérien, je vis en France, je respecte la République française, je respecte le peuple français, le sol français. Aujourd'hui, moi j'ai toujours bossé, hein, je suis pas venu pour profiter du système. Mais aujourd'hui, moi, ça m'embête que la France, elle part à la dérive, mais complètement. Même dans les manifs, on voit, il y a tout le monde qui est divisé, la droite, la gauche, la tatati, tatata. Bon, en fait, c'est qui prend bien cher? C'est le peuple, c'est nous. La preuve, on est en plein dans le pétrin, et franchement, je vous garantis, hein, on n'est pas prêt de sortir. Hein. Merci à vous, hein, merci. Je vous laisse débattre. Je suis en bas.
Il y a Bougui, il y a Bougui qui va prendre la parole. Vas-y, mon frère Bougui. Alors, je voudrais m'adresser un peu à tout le monde, les frères. Alors, je vous rappelle que pour la plupart, on est soit franco-marocain, algérien ou tunisien ou franco-maghrébin. On a fait le choix pour beaucoup de personnes de conjuguer notre pays de naissance et notre pays d'origine. Et là, je m'adresse à Adam. C'est pas pour autant qu'on fait le choix de conjuguer, c'est-à-dire le Maroc ou le Maghreb avec la France, qu'on délaisse la France ou qu'on délaisse le Maroc. Au contraire, on connaît la situation de nos pays respectifs au Maghreb. On a envie d'apporter une plus-value si on a la possibilité. Tant mieux si on peut faire bouger les choses, bousculer les choses. J'ai envie de vous dire à tous les franco-maghrébins, c'est une très bonne chose. C'est pas pour autant qu'on délaisse la France. Moi, comme il disait Hassan, mon futur, en tout cas, je le vois entre la France et le Maghreb. Je le vois pas en France tout seul, mais c'est pas pour autant que je délaisse la France ou que je crache sur la France. Bien au contraire, je veux apporter ce que j'ai pu apprendre, cette expertise à mon niveau, que ça soit au niveau social, au niveau monétaire, peu importe. Mais on a quelque chose à apporter. Mais pourquoi cracher dessus? On a des cartes à jouer. Jouons, mon frère. Jouons toutes notre cartes. Bien sûr que le Maghreb, il a encore des choses à faire. Mais le Maghreb, depuis ces 50 dernières années, il a avancé à grands pas. À grands pas. Donc, respectez le choix de chacun. C'est pas parce que je dis, ou une personne dit que, il se coupe en deux entre la France et son pays d'origine, qu'il n'est pas français ou qu'il n'est pas maghrébin. Respectez le choix de chacun. Une personne qui s'investit à 100%. Pourquoi il y en a qui font le chemin inverse alors? Parce que en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux, avec le monde, avec les films, t'as beaucoup de personnes qui ont ils rêvent sur ce rêve occidental ou ce rêve français. Il y en a qui ont ce rêve maghrébin et qui y restent et qui y croient. Alors, c'est pas parce qu'il y a 3 pèlerins ou on va dire une dizaine de pèlerins qui viennent, mais ils ont fait ce choix-là. Il faut le respecter. Mais c'est pas pour autant que nous, on n'a pas le droit de se dire, parce que il y en a qui viennent, j'ai pas le droit de revenir. Bien sûr, moi en tout cas, mon désir personnel, c'est d'apporter ce petit plus que j'ai pu acquérir en France pour le partager avec mes frères marocains, maghrébins, algériens, tunisiens. Je vois pas où est le mal. Après, Khoya Bougui, il faut le dire clairement aussi, que beaucoup de gens réfléchissent à ça parce qu'aujourd'hui, il y a un climat en France qui fait que c'est un climat islamophobe. Et il faut pas avoir peur de le dire parce que c'est factuel et c'est une réalité. Aujourd'hui, beaucoup de gens réfléchissent à retourner dans leur pays parce que être musulman en France aujourd'hui, c'est difficile. Et ça, il faut pas avoir peur à le dire. Et toi, tu peux pas le nier, Adam. Tu peux pas le nier. Je suis d'accord, les boucs émissaires, c'est les musulmans aujourd'hui, les boucs émissaires de la crise, bien sûr. Ils te posent pas la question à savoir pourquoi beaucoup de Maghrébins ou des gens issus ou des gens d'origine maghrébine veulent faire une hijra et partir ailleurs qu'en France. Oui, mais les prochaines élections, si Mélenchon accède au pouvoir, je pense que la vie des musulmans, elle va changer. La vie des arabo-musulmans, elle va être quand même améliorée. Donc si c'est Marine Le Pen, je suis d'accord. Malheureusement, il n'y a pas photo. Mais on peut très bien voter dans notre pays d'origine pour les élections nationales, Adem. Hein. Effectivement. Je te rejoins. Salam alaikum les frères. Moi, je voulais intervenir, juste donner un point de vue. T'as vu factuel. Tu sais, parce que ce que j'entends des fois par moment, c'est vrai que il y en a, franchement, en restant modeste et humble, je les invite à aller réviser un peu leur classique. T'as vu? Alors, on va parler les statistiques des Nations Unies. Vu que c'est eux qui gèrent le monde, l'IDH, tout le monde en a entendu parler, l'indice développement humain. Aujourd'hui, l'Algérie est classée dans les deux meilleurs pays d'Afrique. Le Maroc, l'Algérie est classée 82e, là, fin 2025, hein. La Tunisie, 110e, le Maroc est classé 125e. D'accord? En indice développement humain. Ça, c'est les indices États-Unis, les Nations Unies. C'est pas de la propagande, maintenant, c'est l'Amérique. Allez, arrête, mon frère. C'est les indices américains, c'est pas les indices africains, ça. C'est pas les Africains qui calculent ça. C'est les Américains. Ils ont calculé ça pour l'Europe. Il y a une manifestation en ce moment pour le pouvoir d'achat, pour l'Europe, mon frère, pour l'Europe, l'IDH, pour l'Europe, l'IDH, on retrouve les pays scandinaves dans les premières places. Alors, 2 secondes, les gars, je vous ai coupé 2 secondes. Luffy, Adem, dernière fois que tu le coupes, mon frère. Luffy, il présente quelque chose, il donne des arguments, tu le laisses finir jusqu'au bout. La prochaine fois, je te fais descendre.
Bon, de toute façon, j'ai tout dit et je vous laisse dans votre hypocrisie. Allez, c'est hallucinant quand même. Je donne des arguments. T'as vu l'IDH, il est fait pour les 5 continents. Actuellement, en Europe, les premiers pays classés en IDH, c'est les pays scandinaves. Tout ce qui est la Norvège, le Danemark, la Suède. Ça aussi, il va me dire aussi, c'est complotiste. Subhanallah, hasbinallah, na'mal wakil, Rabbi yadik, mon frère. Oh, c'est pas moi qui l'invente ce chiffre. C'est les Nations Unies. Ils ont établi un tableau statistique, ils ont donné le classement à la fin. Aujourd'hui, en termes d'éducation, en termes de bien vivre, capital bien vivre, bien-être, l'indice humain, l'Algérie est classée mieux que la Tunisie, mieux que le Maroc. Le seul pays qui est en avant avec l'Algérie, c'est l'Afrique du Sud. Ça, c'est pas moi. Maintenant, si t'as un problème avec ces chiffres, appelle les Nations Unies, dis-leur pourquoi vous avez établi cet ordre-là. C'est pas moi qui le dis, subhanallah. Mon frère, oh, il faut accepter, c'est du factuel. Oh, il faut réviser, c'est classique. Et mon frère, celui qui m'a reçu sans son live, Rabbi Shafiq, Rabbi Nawarak, et merci beaucoup pour m'avoir laissé la parole. Wallah, merci beaucoup, wallah. Barakallahu fik. Avec le baraka. Adem, tu dois apprendre aussi à écouter, surtout quand ça va pas dans ton sens, et puis après tu réagis si tu veux. Il y a aucun souci. Monké, t'es toujours pas revenu, je suppose? Ok. Parle-nous du mariage des enfants de 4-6 ans. Allez, dégage-toi. Bon, sinon, on peut revenir sur la politique, Abdel, de notre pays. Vas-y, mon frère, je t'en prie. Donc, il y a Luffy, comme il vient d'arriver, qu'est-ce qu'il pense de ce qui se passe en France? Ce que je pense en France, et après ce n'est qu'un point de vue personnel et point de vue, ce n'est qu'une vision parmi tant de visions, et j'ai pas la science infuse, d'accord? Comme ça qu'on soit clair, parce que sinon on va encore me rattraper. Moi, je pense qu'aujourd'hui la France c'est la souffrance. Voilà, c'est mon point de vue personnel. Mais t'as pas d'analyse à la politique? Le gouvernement? Mais il n'y a plus de gouvernement. L'État français, il est tenu par, vous savez par qui, donc on n'a même pas besoin de revenir dessus. Pour celui qui lit un peu, qui se cultive un peu dans les bibliothèques, qui va lire des livres et pas écouter les BFM toilettes et compagnie, tu vois. Pour les gens qui sont un peu cultivés, qui vont ouvrir un bouquin et qui lisent ce qui se passe aujourd'hui, le phénomène français. Aujourd'hui, on est tenu par une caste sioniste et on va à la destruction de la France. Et aujourd'hui, celui qui gagne pas, je parle pour un couple avec des enfants, celui qui gagne pas 4-5 000 euros, c'est même pas la peine, il est dans la souffrance totale.